Alors, salut YouTube, salut les gens, salut les personnes qui nous écoutent en podcast et qui ont entendu Jérémy qui essayait de parler par-dessus moi parce que il était trop impatient de vous saluer. Alors du coup, bah, comment ça va, Jérémy? Comme un lundi. Ouais, sauf qu'on est jeudi. Ah bah c'est ça alors, c'est ça qui va pas. Donc nouvelle émission, nouveau concept, nouvelle année. On part sur une émission qui s'appelle Ce qu'il ne fallait pas louper. Ce sera tous les jeudis entre midi et 2, normalement. Et il y aura une partie actu, une partie culture, une partie jeu de société. Oui, et un gars qui dit oui. Voilà. Tout ça. Alors, juste petit mot très rapide. Oui, on a fait une petite pause parce qu'on voulait repenser un peu le concept de la chaîne. Aussi parce qu'on était un petit peu fatigué. Alors, il y avait plein de raisons. Donc non, on ne vous a pas abandonné. Et oui, on est de retour pour vous jouer à un mauvais tour. Voilà. Ça, c'était l'instant culture. Maintenant, on va passer aux news. L'instant culture qui se résume juste à la Team Rocket. C'est extraordinaire. Bon, vas-y. Tu voulais nous parler de YouTube, de la YouTube monnaie. Vas-y, on t'écoute. Oui, parce qu'il y a eu un petit article et en fait, ça va faire liaison avec le sujet de ce début de news. Est-ce que c'est des liaisons dangereuses? J'espère pas. Il y a eu en fait un rapport qui a été remis notamment par YouTube. Donc c'est la plateforme américaine qui a. Vous avez toujours dans la description les liens avec le rapport complet. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc c'est Libération qui en a parlé aussi sur le fait que souvent on se demande un peu ce que ça représente la YouTube monnaie, l'économie autour de YouTube. Et là on a des vrais chiffres, et notamment pays par pays. Et donc on a pour la France. Et on peut savoir ce que ça représente en nombre, notamment de salariés, donc d'emplois directs et indirects. On peut imputer directement à YouTube. Donc on est à plus de 2000, si je ne dis pas de bêtises. Pardon, je disais 2000 emplois, c'est 24 000 emplois. Excusez-moi, je divague de temps en temps. On est sur des chiffres de 450 chaînes, qui n'est pas beaucoup à la quantité de chaînes françaises, mais qui génèrent plus de 100 000 euros par an. Uniquement, là on parle des revenus YouTube, donc tout ce qui est AdSense, donc la publicité. On ne parle pas évidemment des revenus générés par le merch, par le sponsoring, tout ce qui échappe à YouTube finalement. Ce qui permet d'ailleurs de dire qu'il y a des nouvelles choses. YouTube est toujours en train de travailler là-dessus parce que on est en train de le voir, c'est quand même un secteur florissant. Il y a beaucoup d'argent qui échappe à YouTube. Et il y a une nouveauté qui arrive bientôt, qui est le fait que tu pourras utiliser YouTube un peu comme fait Twitch. C'est les fameux sponsoring qu'on te propose régulièrement. Moi, par exemple, là, si je voudrais, je pourrais me faire 20 ou 30 ou 50 dollars par mois en faisant des lives uniquement pour vous présenter des jeux mobiles. Je me fais encore plus d'argent si vous téléchargez le jeu mobile et que vous jouez une demi-heure. J'ai regardé avant le live, et donc en 2022, j'avais touché 50 dollars. J'avais fait ça. Donc c'était de mémoire pour Discord, la création du Discord, et Discord m'avait payé pour faire la promotion de Discord pendant un live, en invitant les gens à s'inscrire sur mon Discord, etc. À l'époque, je m'en foutais, donc personne s'était inscrit, mais j'avais touché 50 dollars juste pour avoir Discord indiqué, etc. YouTube va essayer de récupérer cette manne-là en faisant un rapport direct entre des gens qui vont mettre le chèque sur la table et tous les créateurs qui y auront accès. Évidemment, c'est en fonction de ta chaîne, sachant que par rapport à Twitch, YouTube a la force de savoir exactement le ciblage des gens. C'est-à-dire que j'ai montré, maintenant on a accès à ce qu'on appelle notre Media Pack, et on peut savoir, je l'ai partagé sur le Discord, si vous vous souvenez, pour celles et ceux qui suivent la chaîne et qui sont sur le Discord, où on pouvait savoir, par exemple, quels étaient vos centres d'intérêt, ce qui est quand même assez énorme. Salut Dando. C'est-à-dire qu'on pouvait savoir que vous étiez intéressé par tel sport, par telle marque, par tel truc, en dehors du jeu de société évidemment, et des contenus que vous consommez sur YouTube. Là on parle de AdSense, et donc il collecte toutes les données. Donc ça aussi, ça arrive. Et donc on se demande,
Et on parle donc du milliard, hein. On est quasiment au milliard d'euros générés en France par les youtubeurs. C'est quand même une sacrée performance, je trouve. Je sais pas si toi, c'est quelque chose que tu avais dans l'idée, parce que c'est vrai qu'on essaye toujours un peu de se demander combien ça rapporte, parce que nous, dans notre petit viseur, ça rapporte pas grand-chose. Ça rapporte même zéro, puisqu'on n'est pas monétisé, par choix. Et même si on l'était, comme on fait pas beaucoup de vues, on ferait pas beaucoup de... Tu veux un fun fact? Vas-y, je t'écoute. L'Udema, la chaîne Udema fait plus de vues que Punch. Le mois dernier. Ah bah j'ai pas de... Je sais pas si je peux en rire ou en pleurer, mais ça m'a fait... Moi, ça m'étonne pas du tout. Toujours très particulier, de toute façon, ces histoires de vues. En ce moment, les gens sont pas mal inquiets. J'ai vu pas mal d'influenceurs, justement, et t'en as qui sont un peu plus renseignés sur YouTube, qui ont fait des interventions, justement, pour parler un petit peu des inquiétudes. Mais on voit que les gens sont pas trop à l'aise en ce moment, notamment avec le système de boost, tu vois, qui est mis en avant et tout ça. En termes de rémunération, j'ai vu quand même pas mal d'influenceurs se plaindre de la rémunération qui semble baisser. J'ai quand même l'impression que même si, tu vois, il y a l'article que tu présentes montre des chiffres, j'ai quand même l'impression que la plupart des créateurs de contenu ont l'air un petit peu, même les gros créateurs de contenu, ont l'air un petit peu dans le flou par rapport à les politiques de YouTube et dans les directions dans lesquelles ça s'en va, tu vois. Et tout à l'heure, tu parlais par rapport au partenariat et tout ça. En ce moment, je sais pas si tu as pu constater de ton côté, mais moi, j'ai vu pas mal de personnes qui, à la base, étaient des TikTokers qui sont venus sur YouTube se plaindre du fait qu'en ce moment, TikTok, ben, c'est devenu essentiellement du téléachat depuis qu'il y a le fameux TikTok Shop. Parce que tous les 4 matins, ils ont des partenariats qui leur sont proposés, que s'ils font la promotion de tel ou tel produit, ils peuvent faire une demande de produit gratuit et tout ça, et leur contenu. Et ils sont en train de dire, bah, du coup, moi qui étais à la base fan de TikTok, je commence à m'éloigner de TikTok et à revenir vers YouTube parce que j'ai pas envie de faire de la téléachat. Bah, alors, du coup, si YouTube, ça devient ça aussi au bout d'un moment, ils vont aller où les créateurs de contenu? Ils vont retourner sur Dailymotion? Je sais pas. Je t'avoue que je lis l'article là et je sais pas trop où m'en aller avec toutes les informations que ça apporte. Oui, oui. Bah, en fait, la force de YouTube, c'est que c'est un catalogue que Ouais. toutes les autres plateformes n'ont pas. Et ça reste le plus gros catalogue aujourd'hui au monde. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de youtubeurs. Alors, je te rejoins sur le fait que, effectivement, on a toujours été et on continuera à l'être soumis au diktat d'une entreprise américaine qui décide selon son bon vouloir, en gros, qui va gagner, qui va perdre. Et s'il décide que tu vas perdre, les entreprises vont fermer. Hein, puisqu'on parle quand même de 24 000 emplois directs ou indirects. Ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui ont un besoin, un intérêt à ce que c'est vu, etc. Donc oui, il y a une inquiétude qui est normale parce que on n'est pas sur quelque chose de sûr. Mais il y a beaucoup, justement, les outils qui sont mis en place, et notamment l'IA, permet à beaucoup de youtubeurs de valoriser le bas de catalogue, ce qu'on appelle, qui n'était pas avant utilisé ou mis suffisamment en avant. Et notamment, c'est Nota Bene qui en a parlé en disant qu'il va pouvoir monétiser des vieilles vidéos qu'il ne pouvait plus monétiser autant que ce qu'elle rapporterait dans le nouveau modèle. Donc bref, c'est une évolution. Peut-être que c'est là aussi les créateurs de contenu sont assez malins parce que il y a Revue du Monde, donc qui était une chaîne qui pendant très longtemps faisait beaucoup de vidéos d'histoire et tout ça, qui dernièrement a fait une vidéo où ils disent qu'ils ont infiltré, tu sais, c'est Charlie Danger, où ils ont infiltré l'algorithme de Pornhub, et ils expliquent que justement parce qu'ils parlent de Pornhub, la vidéo, ils peuvent pas la monétiser, mais ils ont trouvé le moyen de financer. Quand tu vois le boulot qui est fourni dans la vidéo et le boulot donc qu'ils disent avoir fait, qu'ils aient réussi à financer tout ça, tu sais, par les partenariats, les trucs comme ça. Moi, j'ai énormément de respect pour eux là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a vraiment un côté entrepreneurial et créatif pour aller chercher des financements et pas toujours solliciter le soutien de l'auditoire, qui, moi, des fois, m'impressionne vraiment, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, et je suis d'accord, hein, d'ailleurs, allez voir son documentaire, même s'il fait presque 2 heures, il me semble,
est vraiment très intéressant. Et comme on était sur les investissements publicitaires, évidemment, on revient sur le jeu et le jouet. Et on a les chiffres clés, les tendances du troisième trimestre 2025 qui sont sortis. Je me disais que ça pouvait être intéressant d'aller vite fait. Et notamment, on voit qu'il y a une baisse. Donc tout a augmenté en termes de promotion. Normal, on arrive vers Noël. Hein. Sauf les jeux de société qui est en baisse. Voilà. C'est le segment qui est le plus en baisse. Effectivement, j'ai l'impression que... Donc là, on parle d'investissement. Il faut comprendre, c'est que dans le système YouTubesque, il y a finalement très peu d'investissement puisque c'est beaucoup de boîtes gratuites. Donc ça représente quand même des sommes. Et pour certains éditeurs, petits éditeurs notamment, ça peut représenter des sommes conséquentes. Hein, quand on voit 10, 20, 30 ou 50 boîtes, ça représente quand même une sacrée somme. Ne nous le cachons pas. Mais au niveau du secteur global, en réalité, ça ne représente pas grand-chose, puisque l'argent ne va pas sur YouTube. Hein. On l'a vu, maintenant, l'argent va à la télé, dans les campagnes au cinéma, dans les grands événements. Beaucoup plus d'événements sont sponsorisés. On l'a vu avec le GP Explorer et Asmodée qui a lâché du billet. Et je ne dis pas ça avec aigreur, parce que souvent on me dit que j'ai de l'aigreur. C'est vrai, hein, j'ai des d'estomac, mais de ne pas avoir été invité au GP Explorer, comme tous ces influenceurs indépendants, était donc chapeauté par... Pardon, excusez-moi, j'ai fiellé. Oh, tu fielleux. Bref. Ah, le mec a tenu 9 minutes, quoi. 3 secondes, tu veux dire. Donc voilà, pareil, je vous laisse tout le truc, parce qu'on trouve que c'est... Même si ça pourrait être intéressant, on veut quand même aller sur d'autres sujets juste après, mais... vous avez tous les endroits où justement l'activité publicitaire par média, donc toujours dans le segment jouets, jeux de société, hein, qui fait partie de ce segment. Moi, je l'explique par un changement d'investissement au niveau des jeux de plateau. Le jeu de société, c'est jeu de plateau, jeu de cartes, c'est-à-dire quand ils disent jeu de cartes, c'est Skyjos. Eux, ils le classent dans jeu de cartes, ils le classent pas dans jeu de société. C'est marrant comment ils le segmentarisent maintenant. Et il y a les Lego, il y a les TCG, etc., etc. Et donc le jeu de cartes à collecter... et TCG, c'est séparé. Exactement. Et jeu de plateau. C'est-à-dire que Catan, c'est pas pareil qu'un Skyjo ou qu'un set Flip 7. Et c'est pas pareil que les cartes Pokémon ou One Piece. Et donc, la pub pour les cartes, les TCG, tu vois, clairement, c'est pas ce que tu fais le plus. Donc, pour moi, ceci explique cela. Et les TCG, ils n'ont pas besoin d'énormément de pubs. Hein. C'est ça. Ils ont juste à annoncer qu'il y a telle saison qui sort. Et je sais pas si tu as vu la folie autour du jeu de Riot, là, Riftband. Je sais qu'à la boutique où je vais, dans la journée, tout était vendu, quoi. Et une grosse partie était déjà réservée avant que ça arrive, quoi. Les gars avaient fait il y a même des boutiques qui ont eu du mal parce qu'ils avaient des tournois et des trucs organisés derrière à avoir le matériel. Ils ont été obligés de dire non à certaines ventes pour pouvoir avoir le matériel pour les tournois, les explications et tout. Sinon, tout partait dans les quelques secondes. Donc non, le TCG a pas besoin d'une publicité. Moi, j'avoue que, je sais pas toi, mais moi, ça me dérange pas hein, que les Skyjo, les châteaux combo et tout ça soient considérés dans une catégorie à part jeux de cartes. Pas que je les considère pas comme des jeux de société, tu vois. Mais effectivement, c'est intéressant de pouvoir avoir les chiffres parce qu'aujourd'hui, par exemple, si tu écoutes la vidéo de Fall sur Fred Henry, il explique à un moment donné que pour lui, ce sont ces petits jeux-là, les petits jeux qui sont devenus les plus populaires et les plus vendables. Ben justement, les avoir à côté, ça va nous permettre d'avoir les chiffres pour vérifier ça. Bon, à mon avis, on peut que le constater, hein, vu le nombre de sorties incroyables qu'il y a dans ce secteur-là. On le dit, nous, depuis des années. Et puis avant, ces petits jeux-là, c'était Blanc Manger Coco. Donc, et le Uno, qui ont toujours été en tête des ventes. Donc, c'est pas rien de neuf sous l'horizon. Uno qui va avoir droit à sa version Harry Potter. Hein. Oui. Et là, il n'y a pas eu une levée de bouclier, c'est bizarre. Bon, j'ai rien dit. Oh, tu fielleux. Et c'est une version collector inédite et donc à durée limitée. C'est pas une version... Ça y est, il s'est transformé en vendeur TikTok. Allez, achetez votre Uno Harry Potter. Oh merde, on va se faire cancel. Je précise, c'est au cas où les gens le chercheraient et se diraient non, mais ils ont dit n'importe quoi. C'est peut-être pour ça qu'il sera... je ne sais pas s'il sera diffusé à... Je n'ai pas les chiffres, etc.
Mais oui, et je suis d'accord sur le fait que pour tout ce qui est... D'ailleurs, on le voit dans Où va la pub, comment ils communiquent maintenant, comment d'ailleurs les éditeurs, on sent qu'il y a un changement aussi là-dessus, sur où on communique, comment on communique. Et pour les TCG, si on voit les chiffres qu'ont sortis, ne serait-ce que Asmodée, là, les derniers chiffres qu'ils ont sortis, les TCG, c'est 60% de leur chiffre d'affaires. C'est aussi simple que ça. Donc... Ils ont plus celui de Régis Bonsey, si j'ai bien suivi, puisque lui repart sur le sociofinancement. Il y a eu la deuxième saison, il n'y a pas longtemps, sur Gamefund, mais ils ont quand même toujours One Piece et le Star Wars Unlimited, Asmodée. Et c'est pas eux aussi qui distribuent Pokémon en France? Ouais. Donc c'est oui. Bon, les 60%, ils sont vite trouvés, quoi. Oui, mais ça montre pourquoi aussi d'autres se sont mis à faire du TCG, parce que je pense que, peut-être que dans quelques années c'est foutu, mais en tout cas actuellement c'est la manne financière, et comme tu l'as rappelé avec Riftbound, c'est la masse financière qui permet, même si, il faut le rappeler que la marge est très basse, et quand tu regardes les chiffres de Asmodée, ils ont perdu en marge, et c'est pour ça qu'il y a aussi, il y a d'autres effets qu'on expliquera dans une autre vidéo, sur pourquoi ils sont en déficit, mais c'est très intéressant d'analyser ça. Mais en termes de volume, c'est simple, 2024, c'est 34 millions de boîtes de jeux vendues et quasiment autant de boosters vendus. Donc on est quand même... Ouais, on est sur des chiffres, là j'ai vu passer en octobre 600 000, le numéro 1 des boosters Pokémon là, qui a été vendu, c'est 600 000 boosters. Oui, et c'est assez hallucinant parce que moi j'ai vu passer, je sais pas si tu as vu ces boîtes pour One Piece là, c'est des boîtes qui sont dans des fruits du démon, qui valent une blinde. C'est parti comme des petits pains, tu vois. Oui. Non, c'est vraiment impressionnant. Il y a vraiment ce côté à la fois objet de collection, mais même ceux qui font des tournois vont acheter ces objets-là parce que ça fait partie de leur hobby. Alors, il y a juste un truc, bon, je pense que tu pourras pas me répondre, mais il y a une question que moi je me pose dans tout ça, c'est-à-dire que là, on voit effectivement les jeux de cartes, les jeux de société, mais il n'y a toujours pas de chiffres sur ce qu'on appelle les jeux de figurines, c'est-à-dire les Warhammer et tout ça, parce que d'après ce qui avait l'air de communiquer justement la maison d'édition, ils ont aussi une très très belle année en 2025. Oui, mais je sais pas dans quel segment ils sont rangés. Alors, on regardera, ouais. Bonne question. Mais oui, t'as... de toute façon, on le sait, hein, tu vois, Skyjo, c'est 100 000 unités, même plus par mois. De toute façon, le trio, c'est les Pokémon, Skyjo, Uno, qui sont quasiment... Il n'y a pas le nouveau là qui a dépassé Skyjo là sur Amazon? Non, Skyjo, toujours numéro 1 des ventes. Okay. Sur J'avais cru voir que c'était, je sais pas comment il s'appelle, type machin là. Le nouveau jeu là qui se vend super bien sur Amazon, c'est... Oui, je vois ce que tu... Oui. Alors, c'est pas impossible qu'ils ressortent et que... Mais pour l'instant, en termes d'unités vendues, de ce qu'on peut voir dans les chiffres du panel... Je te fais confiance. Ok. Bon, je te propose qu'on passe à la suite, peut-être. Hop, je reprends... Donc voilà. Et puis, pour nous arriver donc à l'année où on s'est dit, tiens, il y a... tout le monde fait le bilan, tu sais, les meilleurs jeux de l'année, comme nous on s'appelle ce qu'il ne fallait pas louper, etc. L'année prochaine, on lance un festival des médias ludiques, mais qui tombe en juin, pour des raisons, des tas de raisons qui font qu'on ne peut pas le faire à un autre moment. Mais je me suis dit que ça reste quand même le meilleur moment de l'année pour un peu nous aussi faire... nous, on observe un peu les médias, on est un peu... des fois, on nous dit la police des médias, des fois, on nous dit les fielleuses. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'on dit, parce qu'on n'est pas regardé, en même temps, on ne doit pas dire grand-chose. Mais dans tous les cas, on a eu envie de récompenser un peu, parce qu'il y a les Game Awards qui arrivent là, qui font sensation cette année. Il y a eu, certains essayent de faire les Board Game Awards, il y a donc chez les joueurs du dimanche, mais on a vu ça aussi, un monde de jeu essaye de faire un peu l'équivalent. On avait le Passe-Temps qui faisait ça il y a quelques années en arrière, avant tout le monde. Donc il y a toujours eu un peu ce moment où on essaye d'élire les jeux, etc. Et nous on s'est dit, c'est quoi les médias de l'année, ou en tout cas les choses marquantes
dans l'année, j'ai essayé d'y réfléchir parce que c'est pas évident non plus de se dire comment on sort du lot. Et c'est un peu ça l'idée, c'est pas de faire des listes et des récompenses et de se dire il faut absolument qu'il y ait quelque chose, que peut-être qu'il n'y a rien, mais qu'est-ce qu'on retient à la fin de l'année? Parce que tu vois, j'ai eu ça sur des séries. Je fais une petite digression rapide, mais il y a Pax Massilia saison 2 qui arrive sur Netflix. Et je me suis dit, mais j'ai vu la 1, je suis sûr que j'ai aimé la 1, je suis incapable de me rappeler ce que c'était. Et c'est un peu ça, tu vois, et pourtant il y en a d'autres, je peux te raconter toute l'histoire, tu vois, etc. Et je pense que c'est un peu pareil pour les jeux. Tu vois, il y a des jeux qui sont passés à un moment, tout le monde disait c'est génial, on parlait que de ça, et finalement, je sais même pas si on les a gardés. Donc j'ai essayé de me dire, ben, moi, qu'est-ce que j'ai en mémoire, qu'est-ce qui me reste? Et donc j'ai appelé ça les Mi-Pulitzer. Donc c'est le prix Pulitzer, mais pour les meeples, qui va être sur trois petits formats, un peu différents. Et voilà, on fera ça chaque année, avec... Donc il n'y a pas de catégorie, vraiment à proprement parler, parce que moi, j'en vois j'en vois 3 de catégories. Il y a clairement une catégorie podcast, une catégorie écrit et une catégorie vidéo, quoi. Alors, ça se tombe comme ça, mais en réalité, c'était pas vraiment comme ça que C'est ça pas s'est... voulu, mais ça voilà. tombe comme ça. Ouais. Effectivement. Et alors, par contre, ce qui est intéressant pour nos auditeurs, c'est que c'est peut-être le premier top qu'ils vont pouvoir voir, qui ne se retrouvera pas à leur faire acheter des trucs qu'ils vont mettre dans leur pile de la honte, hein. Il faut quand même le préciser. Non, là, ça sera des écoutes de la honte. C'est écoute de la honte. Non, mais je voulais donc premier prix à décerner. Alors là, pour le coup, c'est vrai que c'est le podcast en entier, c'est le point de Paul Gara, mais c'est pour Paul Gara, je trouve. Le premier Mi-Pulitzer de Punchboard et de l'année 2025. Parce que je trouve qu'en termes de contenu, et là je parle bien de contenu, donc de ce qu'il y a dans le fond, il y a un travail qui est fait qui est très intéressant. On a des interviews qu'on ne trouve pas ailleurs, des interviews passionnantes, Friedman Freeze par exemple. Il y a des propos, des réflexions sur le monde du jeu. Il y a vraiment, comme on dit, à boire et à manger. Peu importe ce que vous avez envie d'écouter, ce qui vous fait envie, ça va être intéressant. Ça parle de jeux de rôle aussi. Paul Gara, c'est quelqu'un, alors on la connaît comme ça, hein, c'est pas une amie proche ou quoi, mais c'est toujours important qu'il y ait de la transparence, donc on l'a déjà invité plusieurs fois, c'est quelqu'un pour qui on a, pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais je pense que Nico me contredira pas pour la même chose. Salut dans la boîte. Donc voilà. Moi, j'ai eu peur que tu dises que Paul Gara était transparente. Non. Et donc, voilà. Le premier Mi-Pulitzer qu'on va offrir, c'est pour le point de Paul Gara. Je vous ai pas mis les images parce que je compte le faire en différé, mais ça a un prix. Donc, il y aura un petit objet que je lui offrirai. Voilà, on fera on lui offrira, pardon, à Cannes en main propre. Alors moi je dirais même, parce que tu disais, elle développe beaucoup de sujets avec un point de vue. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent les gens ont tendance à réagir sur des propos, mais en fait quand tu écoutes le point de vue qu'elle développe dans ses podcasts, tu comprends en fait ce qu'il y a en arrière. Donc des fois, peut-être qu'avant de réagir et se dire ah c'est Paul Gara, et non, allez écouter d'abord ce que la personne a à dire. Peut-être que finalement, vous ne serez pas d'accord avec elle, mais au moins, vous allez voir, son point va vous avoir amené à avoir une réflexion. Et juste pour ça, juste parce que ce sont des podcasts, même dans les interviews, qui ont une direction, qui ont une ligne éditoriale. Ce sont des podcasts qui font réfléchir. Et juste pour ça, elle mérite effectivement ce prix. Vas-y, je te rends la parole. Oui. Donc, je vous invite évidemment à aller parcourir le podcast et trouver les contenus qui vous plaisent, qui vous donnent, qui vous parlent. Et puis voilà, vous n'êtes pas obligé de consommer. Sortez de cette idée de consommation, il faut tout voir, tout lire, etc. Prenez votre temps, au contraire, de passer un bon moment. Oui. Donc, deuxième Mi-Pulitzer, tu l'as remis à qui? Le deuxième Mi-Pulitzer est donné, alors là, pour le coup, hop, je vais vous le mettre aussi. C'est pas vraiment
un site en entier ou un podcast ou une vidéo, c'est un article, et donc c'est pour Madame Chanouillette, de son prénom Marilyn, et c'est pour son article, l'édito, une croissance à double tranchant. Voilà, mes Pulitzer, pareil, 2025 par Punchboard, parce que voilà, c'est un. Alors ça aurait pu être en vidéo que c'était pareil, hein, c'est un article fouillé qui a demandé du travail, ça se voit, ça se sent. Des gens interviewés, ça a pris du temps, c'est très intéressant, passionnant. Ça permet aussi de poser des bases, et une fois de plus, que je répète souvent, mais c'est important pour les autres médias, ça nous permet, quand quelqu'un a fait un travail, de pouvoir partir de ce travail-là pour développer, aller plus loin, et ça nous est arrivé de partir de ce travail-là pour aller développer, chercher, etc. Donc, bravo. Ouais. Ça demande tellement de boulot qu'on peut pas dire on en voudrait plus, parce qu'en réalité, il y a une réalité de, on peut pas non plus produire 40, on n'est pas un certain site qui produit 4 à 5 articles par jour, des vrais articles, des vraies vidéos, du vrai contenu, parfois ça demande du temps et de l'argent, de l'énergie. Donc voilà, bravo Madame Chanouillette. Alors évidemment, par extension, on peut dire bravo au site Ludovox, et notamment à leur édito, qui est la plupart du temps quand même assez bien écrit, assez bien travaillé. Et je pense à Cyril, à Tom, qui lui aussi fournit un travail assez intéressant, etc. Mais cet article-là, je l'ai trouvé assez marquant. Quand j'ai réfléchi, tu vois, à ce prix, je me suis dit, c'est celui-là que j'avais en tête, quoi. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais... Oh, moi, je suis un grand fan des éditos de Ludovox. J'ai tendance à ne pas consommer le reste de leur contenu, à part d'entendre les news qu'il y a dans les actus et tout ça, juste pour voir, tu vois. Mais les éditos, dès qu'il y en a un qui sort, je jette dessus. C'est toujours très, très intéressant comme approche. Et c'est, comme tu l'as dit, très souvent très travaillé. Voilà, donc je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, moi, je t'avoue que j'aurais eu du mal à en choisir un. Il y en a plusieurs qui cette année sont sortis qui étaient très intéressants. Donc voilà, je me range tout simplement derrière ton avis, puis je te laisse assumer. Donc, bravo aussi. Hein. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, vous, en commentaire, si vous voulez nous dire quel serait pour vous le contenu ou la chaîne qui, pour vous, a été marquante cette année. Pas celle que vous consommez ou que vous regardez beaucoup, mais celle dont vous dites « Ah ouais, cette vidéo-là ou cet article-là, il m'a marqué, peu importe la raison, parce que ça veut dire qu'il reste quelque chose. Parce que quand tu bouffes de la vidéo, oui, certes, t'aimes bien la chaîne et tu regardes, moi, il y a plein de chaînes que j'adore et je regarde toutes les vidéos, je serais incapable de toutes les citer parce qu'en fait, c'est du contenu, un peu comme je le disais sur Pax Massilia, quoi, sur Netflix. Oui, Netflix, je regarde, mais est-ce que tout le contenu, je suis capable de m'en rappeler? Je vais me rappeler que des vrais contenus qui restent les plus pertinents. Et puis, troisième Mi-Pulitzer, voilà, ce sera le troisième et dernier Mi-Pulitzer de cette année. Il est un peu particulier. Ah non. Il est un peu particulier parce que, hop, je vais vous le montrer. Il montre le passe-temps, mais ce n'est pas le passe-temps. D'où ma blague. Oui. Je ne sais pas si je l'avais déjà montré. Mais voilà. Parce qu'en fait, évidemment, on pourrait dire le passe-temps, on pourrait dire l'engagement. Et je pense que Simon a déjà reçu des prix à droite et à gauche. Et ça ne démérite pas au travail du passe-temps. Attention, je ne suis pas en train de dire ça. Mais pour moi, ce que je voulais mettre en avant, c'était plutôt quelqu'un qui est dans l'ombre. Salut Mops. Et qui a fait, je trouve, hein, en termes de qualité, et qui fait progresser le secteur, c'est Rémi. Donc c'est lui qui a obtenu ce Mi-Pulitzer, qui pour le coup est plutôt pour son travail de réalisation, de montage, qui est assez exceptionnel, parce qu'il faut savoir efficace. Très efficace, il y a une vraie narration, une vraie recherche. Il faut savoir que parfois il ne tourne pas dans... Vas-y. Il faudrait envoyer ça au monteur pro là, pour qu'il roste un peu les vidéos du passe-temps, juste pour voir. J'y ai pensé. On essaiera. Et donc voilà, je voulais mettre ça en avant et donc dire à Rémi, alors pour le coup, pour la transparence une fois de plus, alors si je ne l'ai pas précisé pour Ludovox, je ne connais pas du tout Chanouillette. Je l'ai croisée, mais j'ai même, je crois, jamais discuté vraiment avec elle.
Là, pour le coup, Rémi, je le connais, c'est des amis. Donc voilà, toujours pour le souci de transparence. Et Rémi, j'ai déjà... Tu t'es trompé de nom, du coup. Si c'est des amis, c'est pas les mi-Pulitzer, mais c'est les mi-César que t'aurais dû appeler ça. Oui, c'est ça. Alors Rémi, je suis pas ami, mais je le connais. Je veux dire, je suis ami avec le passe-temps. Et Rémi, j'ai déjà partagé une partie avec lui, j'ai déjà raconté, pour lequel on a à La Famiglia et on a mis la fessée à Blue Cocker et Simon. Donc toujours le plaisir de taper sur nos chefs. Donc voilà. Mais je voulais saluer ça parce que dans un monde ludique où quand même on n'est pas très bon en termes de montage, même si dernièrement j'ai découvert quelques chaînes qui envoient du pâté, ben voilà, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui est dans l'ombre et lui dire bravo, parce que en réalité c'est toujours la tête d'affiche, et ce qui est normal, hein, je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne, qui récupère tous les lauriers. Mais là, c'est à Rémi que je voulais donner ce mi-Pulitzer. Mais est-ce que tu veux dire quelque chose ou... Alors, moi, je suis très content que tu remettes un prix Pulitzer pour le montage, parce que les réalisateurs et les monteurs sur YouTube, ce sont souvent des gens de l'ombre, mais qui font un boulot qui est juste exceptionnel. D'ailleurs, au bout d'un moment, tu finis par te rendre compte des influenceurs qui font appel au même monteur, parce que tu reconnais un petit peu la patte et tout. Mais tu vois, à l'inverse de toi, je dirais pas que c'est pour moi que c'est ça qui fait défaillance dans le YouTube ludique. Pour moi, c'est l'art de raconter. Et justement, tout à l'heure, on faisait référence au monteur pro. Ce qui est très intéressant quand il roast la vidéo de Grit Review, c'est qu'il dit que en fait, le gars, en termes de montage, il s'en fout. Et ce qui fait la force de la vidéo, c'est le fait qu'il raconte des histoires. Et moi, je trouve que aussi l'une des forces, donc là, on le voit, par exemple, c'est Simon et Rémi qui sont en script. Mais une des forces de la chaîne du passe-temps, c'est dans l'art de raconter le jeu ou de l'art de raconter leurs propos, où ils sont très forts, là où beaucoup de médias ne t'amènent pas au ludique. Et moi, c'est ça. C'est des fois, tu sais, on parle de jeux de société, on parle de choses qui devraient être amusants, qui devraient euh, t'amener dans du plaisir, mais il y a des vidéos, alors je veux pas dire que c'est des tortures, mais c'est très industriel comme façon de faire, et ça manque de cet art de raconter. Voilà, c'était nos 3 mi-Pulitzer. On essaiera de faire une remise en main propre, quelque chose de plus beau. On essaiera de faire ça chaque année. Oui. Un petit regard. Des fois, il y en aura peut-être qu'un, des fois, il y en aura peut-être 5, on ne sait pas. Et comme a dit Jérémy, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires, vous, votre chaîne ou podcast qui vous a accompagné durant toute l'année et que vous avez préféré écouter, votre émission qui vous a le plus marqué, et en termes de réalisation et tout ça, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Bon, là, tu as parlé de faire des petits objets, des petites statuettes pour les mi-Pulitzer. Est-ce que tu vas aussi en faire une pour le flop média ludique? Alors évidemment, puisqu'on a mis des prix, il faut évidemment qu'on vienne taper sur les doigts de quelqu'un. On fait des rasis. Donc le Razzie de l'année, c'est évidemment... Alors, j'ai mis le flop, mais j'aurais pu dire c'est la déception, je pense, un peu de l'année. En tout cas pour moi. Salut, Oui, Lord je pense que Tobac. c'est plus une... Alors, parce qu'il faudrait avoir leurs chiffres, mais je pense que effectivement, c'est plus une déception, vu comme ça a été vendu et ce qui a fini par être livré en... Alors, on ne devrait pas dire en boutique, on devrait dire En en, kiosque, en maison en de la kiosque, presse. en maison de la presse. Ouais, c'est effectivement, déception serait un meilleur mot. Hop, parce que c'était le retour en maison de la presse, en kiosque et en papier d'un... Hop, je vais le montrer, alors je vais peut-être le montrer comme ça, mais Oui, toi, tu l'as en physique. je l'ai acheté parce que c'est normal Moi, j'achète toujours les choses sur lesquelles je critique, c'est toujours important de le faire. Et puis, il faut le lire pour savoir ce que ça vaut. Et c'est pourquoi je vais dire déception, parce qu'en fait, dans ce que j'avais lu dans les interviews, notamment qu'on peut retrouver sur Ludovox, et ce que j'avais vu passer, puisque certaines chaînes en ont parlé, en disant que c'était bien, qu'il y avait un retour au papier, qu'il y avait une tentative d'apporter le jeu de société à un plus large public, de le sortir justement des boutiques spé et de l'amener là où il y a le kiosque, là où tout le monde passe, chez le marchand de journaux, etc. Et il y avait aussi dans ce que j'avais vu de la personne, une des personnes, je crois qu'ils sont 5 ou 6, en tout cas la personne qui portait le projet, c'était de parler de culture ludique. Et je trouve que, au-delà que c'est une belle démarche, etc., mais en fait, il y a comme une dissonance entre
le propos, le projet et l'envie et ce que j'ai retrouvé dans la réalité. C'est-à-dire que j'ai été surpris en tombant sur la première annonce de la première pub. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, je vais vous la montrer rapidement. Et si vous redécouvriez le plaisir de jouer en solo? Hop. Jouer en solo, c'est juste jouer avec quelqu'un de fiable. Dans notre dossier principal du numéro 1 du Mac de jeu, découvrez l'histoire du jeu solo. Donc, vous l'avez compris, on est sur une utilisation massive et totale de l'IA. Alors, peut-être pas pour le texte, je veux bien lui reconnaître que ça a été écrit, mais je trouve que, alors, on serait dans un autre secteur, honnêtement, je pense que, à titre perso, je m'en foutrais. Mais là, on est sur un secteur où l'utilisation de l'IA pour ce qui est de la création d'images est un sujet. Ce n'est pas le seul secteur où c'est un sujet. Hein. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est un sujet majeur où quand tu parles de culture et de défense de la culture, effectivement... c'est ce qu'ils font aussi dans le cinéma et les séries. Hein. C'est un sérieux sujet. Et en fait, plus tu t'intéresses à l'IA, plus tu te rends compte qu'en dehors du secteur commercial et publicitaire, il y a beaucoup de secteurs, et notamment des secteurs créatifs et culturels, dans lesquels l'IA est un sujet. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, à titre perso, ça m'en fout. Dans certains secteurs, ça me touche pas en fait, parce que je suis pas assez impliqué pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Sauf que quand tu te dis être un média culturel, déjà, t'attaches surtout quand tu t'attaches à une forme de culture, donc là, le jeu de société, où c'est un sujet, mais qu'en plus, en tant que média culturel, ça touche tous les secteurs de ta culture, où partout ça semble être un sujet, pour moi, la décision, c'est juste un non-sens. C'est Oui, pas bien sûr. compréhensible. Oui, bien sûr. Et Alors, c'est sûr que si c'était pour vendre des aspirateurs, peut-être que ça passerait. Mais pour te vendre une série, un livre, une bande dessinée, un jeu de société, ça me semble être très très malvenu, quoi. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est passé assez mal, puisque il y a eu un seul commentaire sur la première vidéo, qui était celui de Penelope Gaming, qui est venu justement, j'imagine, dire non, pas bien. Et du coup, la deuxième vidéo qui est encore fait, qui est une explication de règles, puisque dans le mag, vous avez plusieurs jeux disponibles. L'explication de règles a été faite mi-IA, mi-voix, pas d'IA, et en même temps, il a coupé les commentaires. Donc, et je trouve ça, en fait, contre nature avec l'intention. C'est-à-dire que c'est un peu comme Cannes avec son affiche, un peu tout ça. En fait, si tu veux défendre le côté culturel de la chose, tu peux pas utiliser l'IA. Quand bien même ça peut être pour des raisons économiques, que je peux entendre, j'en sais rien, je vais pas demander quelles étaient les raisons. Mais il n'y a pas Donc pour moi, c'est un vrai flop, parce que ça envoie un mauvais message, aussi bien aux côtés de l'industrie, c'est-à-dire de dire en fait, j'ai pas envie de vous soutenir, parce que c'est une problématique. Je dis pas que ça veut dire qu'il faut être d'accord avec ceux qui défendent que. Je dis que pour le coup, à mon sens, c'est justement un mauvais positionnement. Et en plus, ça envoie aussi une mauvaise image, je trouve, au grand public. Parce que ça veut dire que le monde du jeu, c'est ça. C'est du produit fait par l'IA, rapide, sans saveur, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je tombe sur cette pub-là pour un autre magazine d'un secteur de cinéma, par exemple, parce que j'ai envie d'acheter, de m'intéresser à une série ou quoi, je tombe là-dessus, moi, je me barre. Je me dis, ça n'a pas l'air bien, ce magazine, en fait. Oui. Puis, alors, même pour leur propre message, c'est un non-sens, c'est une incohérence, dans le sens que ils disent que c'est pour faire connaître le monde du jeu de société au grand public. Or, il n'y a rien de plus froid et de moins chaleureux à l'heure actuelle qu'une production faite par IA. Donc, quelque part, c'est assez froid. Comment tu veux que quelque chose de froid connecte? C'est pas possible, ça fonctionnera pas. Alors que si c'était fendu d'une petite vidéo dans une boutique ou quelque chose d'un peu plus structuré de façon classique, là, ça serait plus servi son propos. Là, ça le dessert complètement.
Oui, oui. Et puis pareil, hein, dans le magazine, on sent qu'il y a des passages, bon... Oui. Pardon. Voilà, bon. Voilà, pour moi, c'était ça le flop. Et puis, il y a eu un petit... Alors, attends, je me permets juste de préciser. Dans le magazine, il y a une impression, quand on lit, que ça aurait pu être écrit par une IA. On n'est pas en train de dire que ça l'a été. On sait Ah pas non, comment ça a non, je été parlais pas de produit. l'écriture, je parlais des illustrations. Ouais, voilà. Et en termes d'illustration, en termes même de présentation, il y a une espèce d'arrière-goût d'IA. Maintenant, ça veut pas dire forcément que c'en est. C'est possible que quelqu'un arrive et débarque et dise non, non, c'est pas de l'IA, il y a des vraies illustrations et tout, c'est mon travail et tout ça. Ok. Mais sérieux, c'est juste dommage d'avoir ce rendu-là qui donne cette impression d'un truc très stéréotypé, comme tu en as vu des centaines et des centaines, tu vois. Et ce qui est triste, ce que moi je trouve très triste, c'est que je comprends l'idée d'être venu dans le secteur des kiosques, parce que même si c'est un secteur qui est en déclin, hein, de plus en plus de rédactions et de magazines disparaissent chaque année. Il y en a qui finissent par ne faire même plus que des productions numériques parce que c'est leur seul moyen de survivre. Le papier, ça coûte trop cher. Il y a dans le jeu de société des choses qui ont fait que ça a fonctionné. Par exemple, l'association entre Panini et Warhammer, ça a été un succès sur Age of Sigmar, ça a été un succès sur Warhammer 40 000. Et Game Workshop sort les chiffres et explique que oui, ils ont vraiment un partenariat qui est très rentable. Ça a donné des petits coups de main aux comics, même si Panini sort de plus en plus du secteur presse. Il semblerait que le truc où ils ont relancé les One Piece là, en gros format, et pareil, ça a bien fonctionné. Donc oui, tu sens qu'il y a quelque chose qui aurait pu. Mais tu arrives avec quelque chose qui est tellement générique. Et moi, quand je l'ai lu, alors, à l'inverse de Jérémy, je n'ai pas acheté la copie, je l'ai emprunté. Parce que de toute façon, dans le kiosque qui est proche de chez moi, quand j'y suis allé, il ne l'avait pas. Mais je connaissais quelqu'un dans mon groupe de joueurs qui l'avait acheté et je l'ai lu. L'autre chose, c'est que ce que je comprends pas, c'est qu'au final, je ne vois pas la différence. Ça, c'est très personnel, c'est très subjectif ce que je suis en train de dire. Et peut-être que le concepteur du magazine pourrait me l'expliquer, mais pour moi, je ne vois pas la plus-value de ce magazine, la différence entre lui et Plateau. Et je me dis juste que Plateau aurait dû faire cette démarche-là d'aller en kiosque depuis très longtemps, tu vois. Parce que c'est littéralement, pour moi, les deux sont. Plateau est juste plus joli, plus beau et présente mieux, quoi. Voilà. Dans la parole. Oui, oui. Je reprécise, hein, moi je parlais pas de l'écriture, hein, c'était vraiment sur certaines illustrations. Oui, c'est moi qui ai parlé de l'écriture, mais je me suis posé la question. Moi, je l'avoue qu'en lisant certains articles, j'avais l'impression de lire un autre blogueur dont on ne nommera pas le nom. Mais voilà, j'avais l'impression de... Alors, c'est pour ça que je dis c'est une impression. Je ne dis pas que ça a été écrit avec l'IA. Je n'en sais rien, je n'étais pas avec la personne. C'est juste une impression, un sentiment qui peut être complètement faux. Et s'il est faux, voilà, je m'en Oui, oui. excuserai pas sans problème. Hein. J'ai pas de D'ailleurs- peur. J'ai pas honte de reconnaître mes torts, tu vois. Vas-y. D'ailleurs, petite anecdote rigolote, vous pouvez aller voir, il y a les commentaires sur la chaîne. Sur la dernière vidéo, j'ai voulu tester le partenariat, tu sais, entre deux chaînes, et donc entre l'Udema et Punchboard, et j'ai réupload une vieille vidéo, qui était une des premières vidéos de l'Udema, qui était sur l'histoire de pourquoi le jeu Pit s'appelle Pit. Et je me disais, bon, elle est toujours d'actualité, tu vois, il n'y a rien qu'à changer. Donc je l'ai réupload. Et il y a quelqu'un qui est venu dire qu'il préférait la version originale, que c'était la vallée de l'étrange, etc. Que c'était un croisement IA. Alors j'ai dit, bon, en 8 ans, j'ai pris un sacré coup de pelle dans la gueule, mais quand même. Donc oui. Des fois, effectivement... Non, mais tu as raison de faire ce rappel. C'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, à force d'être tombé sur des trucs, de s'être fait avoir avec de l'IA, on en voit peut-être un peu partout. Mais c'est là où je veux dire que justement, le magazine est très générique dans sa structure, dans ses photos, dans la façon dont il a été mis en page et tout ça. Pour moi, ça m'a pas donné l'impression j'ai pas l'impression de lire un Canard PC ou même un Ravage, tu vois, parle de jeux de société et qui est en boutique, tu vois. J'avais l'impression de lire n'importe quel magazine auto, n'importe quel magazine de santé, de bien-être que tu peux voir en ce moment, où effectivement, l'IA donne un coup de main sur la génération de ces magazines-là, tu vois. Et c'est peut-être pas du tout le cas
je sais pas comment il s'appelle, c'est le mag. Le Mac de jeu. En tout cas, voilà, Mag c'était de pour jeu. moi la Voilà. déception parce que, en fait, on attendait un peu cette chose-là. Alors, pas comme le Messi, hein, c'est pas ça que je dis, mais il y avait un côté de. On a envie d'être représenté quand même, hein, c'est un peu ça notre idée du loisir, c'est d'avoir des représentants. Et finalement, il vient se rajouter à une liste de ceux qui nous représentent et qui sont pas des gens que ça nous fait pas envie, ça nous fait pas honneur. Bon, bref, c'est comme ça. Le comptoir des jeux, salut. Et comme on était sur l'IA, avant que on passe au dossier de Nico. Il y a une petite chaîne qui a buzzé il y a pas longtemps parce qu'elle a été mise en avant comme étant une chaîne de critique de jeux complètement IA. Je vous la montre, hein, c'est Board Game Critique. Et donc, elle a été nommée, alors je sais plus, on en a discuté sur Blue Sky, mais je crois qu'aussi c'est Penelope Gaming qui en a parlé, en disant voilà que c'était full IA. Et donc, une fois de plus, je trouve que c'est toujours intéressant de remonter les sources. Donc, je vous ai mis, hein, vous la voyez, elle est ici. On a été un peu écouter ce qui se racontait. Surtout, ils ont fait une vidéo que je vous ai mis qui explique en fait leur démarche de pourquoi c'est fait en IA, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça veut dire. Et je l'ai trouvé très intéressante. C'est-à-dire que parfois, il y a des choses aussi qui ne sont pas que de faire des économies. On pense toujours, on est dans un modèle économique et capitaliste, donc la première idée qui nous vient quand quelqu'un utilise de l'IA, c'est faire des économies, aller plus vite, produire plus, pour moins de temps gaspillé, etc. Là, il y a une autre démarche qui est d'expliquer que ce sont des gens qui, depuis longtemps, jouent, sont des passionnés, mais qui ont qui sont très introvertis, et donc qui ne veulent pas, qui avaient du mal à faire des vidéos. Ils en sont incapables. Et donc l'IA leur est un outil pour ce couple de faire ça, de produire du contenu. Ça, c'est ce que eux disent. Et aussi de toutes les démarches que ça leur permet derrière. C'est-à-dire de ne pas être reconnus en festival auprès des éditeurs, qu'ils ne prennent aucune boîte de jeu, qu'il n'y a pas de... etc., etc., etc. Donc, il y a aussi... je dis pas que c'est bien ou mal, je dis que avant de dire que c'est full IA, c'est des textes écrits quand même, c'est des choses que eux, en tout cas, annoncent écrire, etc., etc. Donc... Ouais, mais ça reste, je comprends. C'est-à-dire, je comprends le point de vue de ce couple-là. À ce moment-là, tu fais comme beaucoup d'influenceurs, tu prends comme moi j'ai fait au début, hein, tu prends un patchwork, un personnage que tu dessines un ou deux trucs. Tu peux même demander à des artistes, hein, il y en a plein qui te le font, des petits personnages animés, tu as 2, 3, 4 photos. La chaîne dont on va parler un peu plus bas fait ça, d'ailleurs, pour pas être reconnu. Il y a plein de moyens de pas être reconnu au jour d'aujourd'hui sur YouTube, sans forcément passer par l'IA, tu vois? Ça reste que, comme tu l'as dit, dans le monde du jeu de société, c'est un sujet. Je comprends tout à fait leur démarche et c'est pas un jugement de valeur par rapport à eux. Mais voilà, à partir du moment où il y a et puis ça devient compliqué, hein. Dès qu'il y a l'IA, à un moment donné, ça devient dur de dire: «OK, il y en a pas dans tout». Et même si tu as raison de dire: «Non mais attends, s'il faut, ils écrivent en arrière, c'est leur avis, c'est leur tableau, c'est leur structure et tout ça». Mais c'est un doute qui devient pernicieux parce que, tu peux pas t'en empêcher. Moi, par exemple, j'avoue, très honnêtement, utiliser ChatGPT pour faire le tri dans les revues, d'ordre scientifique parce que, quand je dois faire mes conventions sur des sujets et tout ça, j'ai pas le temps de lire toutes les revues qui sortent, tu vois? Donc, j'utilise ChatGPT, mais voilà. La plupart du temps, je sais que les gens, quand tu leur dis ça, ils ont l'impression que la conférence derrière, elle a été écrite avec ChatGPT. Non, elle a été écrite à la main, et tout ça. Donc, je comprends que la méfiance, elle y soit, tu vois? Et dans un secteur où c'est un sujet, comme on l'a dit tout à l'heure, je trouve que c'est quand même prendre un risque alors que tu avais un moyen de faire qui était, à mon sens, moins problématique et qui aurait soulevé moins de questions. Après, je pense que chacun est libre de faire comme il le sent. Moi, j'avoue que quand tu entends une voix d'IA, il n'y a rien qui me donne plus envie de me barrer d'une vidéo qu'une voix d'IA parce que c'est tellement monocorde et c'est même bizarre. C'est très étrange comme ressenti en termes de son. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des pubs
qui présentent, tu vois, comme eux ils ont fait, c'est-à-dire la jeune fille sur la vidéo là, c'est une marionnette d'IA en fait. Donc quand tu as les pubs qui présentent justement le fait que tu peux faire tes contenus avec des marionnettes d'IA, elles sont à présenter avec la voix du présentateur et pas avec une voix d'IA parce que ils sont tout à fait conscients que la voix d'IA, ça fait pas vendre, quoi. Oui, oui. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc que j'ai pas dit tout à l'heure sur la pub sur le Mac de jeu. Dans la pub, il y a l'utilisation de covers de boîtes de jeux qui sont mis donc en IA, tu sais, dans lesquelles ça fait un mouvement en 3D, etc. Sur 2 des 4 utilisés, on m'a confirmé qu'il n'y avait pas eu de demande d'autorisation. Bon, bref, j'ai oublié de le dire, tant pis pour moi. Pour la suite, on avance? Oui, vous voulez qu'on fasse un petit point culture? On va se faire un petit point culture. On va prendre un instant pour se poser une question qui fait débat en ce moment, à laquelle je vais tout de suite vous dire, je n'ai pas la réponse, mais c'est très possible que vous ayez entendu cette question. Elle est assez simple. Est-ce que les auteurs hommes savent écrire de bons personnages féminins? Alors pourquoi est-ce que je viens avec cette question? Tout simplement parce que dernièrement, il y a un youtubeur français qui s'appelle Fils de Bulle, qui a sorti une vidéo. Si tu peux la mettre, la vidéo, juste pour si jamais les gens ont envie d'aller la voir, moi je vous la recommande, sur la théorie de la femme dans le frigo. Alors qu'est-ce que l'histoire de la femme dans le frigo? Tout simplement, c'est en fait à la base, c'est une histoire qui a été, alors je sais plus, je crois que c'est fin des années 80, ou c'est pendant les années 90, je crois que c'est vers la fin des années 90. C'est une histoire avec un des Green Lantern, où il vient de passer une nuit avec sa fiancée, et il sort de chez lui pour aller faire une intervention, et le temps qu'il fasse cette intervention, quand il revient chez lui, un méchant est passé et a tué sa petite amie, et découpé et mis en pièces dans le frigo. Et à l'époque, ça avait beaucoup choqué. Mais surtout, ça a amené une autrice qui s'appelle Grail Simone à, en fait, donc c'est elle qu'on voit sur la photo. En fait, ça l'a amené à faire une réflexion sur le traitement des personnages féminins dans les comics. Elle en a sorti un site internet, je pense que je t'ai mis le lien, qui s'intitule justement, la femme dans le frigo, Woman in the... Je ne finirai pas cette phrase parce que mon accent anglais est trop catastrophique. Refrigerator, qui est le vrai nom de l'objet, et frigo étant la marque, évidemment. Oui, tu as raison. Tu as entièrement raison. Il faut donc Merci citer pour ce 3 petit marques. apport, de citer de faire ce petit correctif culturel. Donc, en fait, elle a listé le devenir de tous les personnages féminins et la façon dont elles ont été traitées. Déjà, c'est la première chose qui ressort, c'est qu'il y a énormément de violences qui ont été appliquées sur des personnages féminins, et c'est souvent de la violence gratuite. Je sais que on va souvent me répondre, parce que j'ai déjà parlé du cas de la femme dans le frigo sur la chaîne Crash Test Meeple, et on m'a déjà dit oui, mais ça arrive aussi à des personnages masculins. Par exemple, Batman, il s'est fait briser le dos par Bane. Oui, la différence souvent entre les personnages masculins et les personnages féminins en termes de violence, c'est que Batman, quand il se fait briser le dos par Bane, ça va amener un arc où il va se reconstruire et il va grandir. Alors que quand on a Barbara Gordon dans l'univers de Batman, il se fait tirer dessus, hein, puis il va finir dans une chaise roulante, et en plus, non seulement elle se fait tirer dessus par le Joker, mais c'est sous-entendu, il y a en plus agression sexuelle. C'est un acte qui est complètement gratuit, qui, elle, va juste l'amener dans une chaise roulante et à devenir Oracle. Donc, en fait, c'est même pas une évolution, c'est une régression, puisqu'à la base, c'était Batgirl. Et c'est juste pour que le Joker puisse torturer le commissaire Gordon, puisque c'est sa fille. Voilà. Souvent, ce que Grail Simpson a mis en avant, c'est que les personnages féminins, la violence qui leur était qui était exercée contre elles, était là, en fait, pour servir des personnages masculins. Alors que la violence exercée contre les personnages masculins, la plupart du temps, sont pour augmenter ou pour mettre en avant le personnage masculin.
Est-ce que je suis clair, Jérémy? Oui, Si, je suis pas assez clair dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Heu, on a le droit de penser qu'on veut, du travail de Grace Simpson, mais il faut savoir quand même que, heu, on ce qu'elle a fait avec ce site, ça a eu un réel impact parce qu'il y a eu une prise de conscience qui a été plus que saluée, de la part des auteurs et c'est justement ce qui est intéressant avec la vidéo de Fils de Bulle, c'est qu'il va s'attarder lui un petit peu sur la réaction des auteurs à l'époque et on va voir que, bah, la réaction elle est pas toujours, elle est, elle est assez il y a des moments où elle est très étrange et il y a des moments où il y a des auteurs qui font, ouais, effectivement, surtout qu'il faut pas oublier que dans ces années-là, souvent les personnages comme par exemple Batgirl, ce sont juste les pendants féminins de personnages masculins. Et toi, moi par exemple, jusqu'à dernièrement, je m'étais jamais intéressé, à la version, hem, Carol Danvers de Captain Marvel parce que j'avais lu Captain Marvel quand j'étais jeune, je m'étais jamais vraiment intéressé à sa version masculine. Jamais été un héros qui m'a attiré et quand, Carol Danvers est apparue, je me suis dit: «Ah ouais, bah, en fait, c'est juste Captain Marvel, mais avec un maillot de bain», parce qu'à l'époque, tu sais, les uniformes, des personnages féminins, c'était souvent un maillot de bain, une pièce, parce que, bah, les hommes, ils ont droit à des combis, les femmes, elles sont en maillot de bain, une pièce. Cherche pas la logique. Il doit y avoir de l'aérodynamisme, on va encore te justifier ça comme ça. Mais concrètement, il y a vraiment tout un il y a ça a même donné des livres et tout ça et au jour d'aujourd'hui, on parle encore, j'ai dit au jour d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va me le reprocher et de nos jours, on parle encore du, travail de Ray Simpson. D'ailleurs comme, je ne sais pas si tu l'as montré à l'écran, mais le site existe toujours. Alors il n'est plus alimenté, malheureusement, mais justement, le fils de Bulle revient dans sa vidéo sur le travail de Grace Simpson. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que suite à son analyse, il va faire une entrevue avec une, journaliste, qui s'appelle je l'avais mis dans mes notes, super. C'est de la Billancourt. Ah ça y est, j'ai oublié son nom. Désolé, je pensais l'avoir noté quelque part et non, je pense que j'ai perdu ma note. Super. Bon, je suis désolé, j'ai perdu la note. Donc c'est une, je te l'ai mis en photo aussi, madame de La Billancourt, je crois, que c'est son nom, sinon je suis désolé. Mais c'est une, journaliste spécialiste de la culture et qui se, revendique spécialiste de la culture et de l'image de la femme dans la culture et militante féministe. Donc elle arrive avec un côté très militant et là, je vais dire: «Oui, mais le jeu de société, c'est pas politique et tout ça». Moi, j'aime bien écouter les militants parce qu'ils ont un point de vue et je suis pas obligé d'être d'accord avec eux, mais au moins j'entends leurs points et ça amène des réflexions et donc elle intervient pour parler justement de la place de la femme dans l'histoire de l'art. Elle amène plein de points, qui moi m'ont amené beaucoup de réflexions et je suis allé regarder. Il y a vraiment beaucoup de revues, elle cite des sources et tout ça. Elle cite aussi des podcasts qui parlent de ces sujets. C'est assez sourcé, le travail qu'elle a fait. Tu sens en plus elle le dit que c'était pas, quand il lui a proposé de faire l'entrevue, elle s'est renseignée. Donc tu vois, il y a un travail de journalisme qui se fait, qui s'est mis en place juste pour faire une petite vidéo sur YouTube et à un moment donné justement de cette vidéo, ils vont se poser la question de est-ce que les, auteurs masculins savent écrire de bons, personnages féminins et pour elle, c'est catégorique, c'est non. Même, aussi grands qu'ils soient, les, auteurs, masculins ne savent pas écrire des bons personnages féminins. Alors, moi je t'avoue que quand j'ai entendu ça, je me suis dit: «Quand même, moi je connais, pas mal de personnages, notamment de la littérature, qui sont des femmes, qui sont des personnages féminins intéressants et qui ont été écrits par des hommes. Donc, est-ce que je serais vraiment d'accord avec ce point?» Et en fait, je me suis rappelé, il on a j'avais un cours à l'université, un cours de philosophie. Je me souviens plus exactement du titre, je crois que c'était philosophie et psychologie, un truc comme ça. Ça avait c'était un cours qui avait un nom très redondant
Et le prof nous avait expliqué une théorie. Alors, je ne sais plus quel philosophe est à l'origine de la théorie, mais lui avait appelé ça la théorie de la chatitude. C'est quoi la théorie de la chatitude? Et c'est marrant parce que quand je dis ça, il y a le chat qui se rapproche et qui miaule. Je parle pas de toi, Roxy. Mais la théorie de la chatitude, c'est simplement l'idée que on ne peut pas savoir ce que veut dire être un chat, tout simplement parce qu'on n'est pas des chats. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ça peut se reporter à plein d'autres trucs, mais quelque part, je ne sais pas jusqu'à quel point, notamment aujourd'hui, avec toute la réflexion qu'on a sur la théorie des genres et tout ça, on pourrait le rapporter à la question de l'homme et de la femme, mais quelque part, je sais que ces philosophes-là ont réfléchi à l'idée, et pour eux, pour certains d'entre eux, la position est que, bah non, un homme ne peut pas savoir ce que veut dire être une femme, tout simplement parce que ce n'est pas une femme. Tu vois. Je ne sais pas si ce que toi tu en penses. Oui, oui, bah, il y a forcément des aspects sur lesquels on ne peut pas, on ne peut, on, c'est on peut pas l'imaginer, quoi. On peut essayer de l'intellectualiser, on peut essayer de nous le faire comprendre, mais c'est impossible d'être à la place de quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, dans les thérapies, c'est quelque chose qui revient souvent. Le Mm. thérapeute ne se met pas à la place de son patient, de la personne avec qui il traite. Il essaie juste de comprendre des mécanismes et d'y apporter des aides. Donc c'est oui, oui, je comprends tout à fait cette idée-là, quoi. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, soit dans le chat ou que ça soit sur YouTube, hein. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, s'il vous plaît, avec un minimum de tenue quand même. Parce que je pense qu'on vous l'a dit déjà plusieurs fois avec Jérémy, mais il y a des choses qu'on n'a pas envie de lire, donc on ne les lira pas. Hein. Ça sera, Ah, t'es obligé quand même. on les supprimera assez rapidement. Euh, du coup, moi je me suis dit, bah, quitte à se poser la question, j'avais envie de chercher dans dans l'univers des comics, justement quelque chose qui irait dans ce sens-là. Est-ce que on a la preuve que une bonne autrice est plus capable qu'un bon auteur d'écrire de bons personnages masculins? Et du coup, j'avais envie de vous parler euh, de la future Stan Lee. Pour beaucoup, ils la catégorisent comme ça. C'est vraiment une autrice qui est très prolifique dans le monde des comics, autant du côté de chez Marvel que du côté de chez DC. C'est Madame Kelly Thompson, qui déjà juste dans les 3 dernières années a quand même remporté 3 Eisner. Donc les Eisner Awards, c'est les prix qui récompensent généralement les scénarios de comics. Elle a remporté le prix de la meilleure série en 2021 pour son run sur Black Widow, un des runs les plus intéressants sur le personnage. J'ai toujours été un grand fan de Black Widow pour le côté, vraiment pour ce mélange entre le comics et le côté espionnage. Et il faut reconnaître que Black Widow, il y a des œuvres, quand on les lit de nos jours, ça sonne un petit peu Grinch. Il y a des histoires, notamment par rapport à sa sœur Yelena et tout ça. Il y a vraiment une histoire à un moment donné où, en fait, Natasha va. C'est un peu à mon avis, le scénariste qui l'a écrit, il a vu Volte-Face. Tu vois, Volte-Face, là, Ouais. où le méchant change le visage avec l'agent du FBI entre Travolta et Nicolas Cage. Bon, bah, il y a ça dans Marvel entre Yelena et Natasha. Et ça donne un truc. C'est très étrange et où ça fait limite passer Natasha pour une sociopathe, tu vois. Et justement, entre les mains de Kelly Thompson, ça donne un personnage très intéressant puisqu'on se retrouve avec une Black Widow. Donc c'est en français, c'était sorti une première fois en 3 volumes. Il y a une quinzaine de comics en version originale. Maintenant, c'est ce qu'on appelle un omnibus que vous pouvez trouver. Alors, si vous le lisez comme moi en numérique, il faut aller vers la vieille version parce que l'omnibus n'a jamais été mis en version numérique. Mais après, je vous expliquerai pourquoi moi je préfère aussi l'ancienne version. Un petit truc. Mais voilà, on se retrouve avec une Yelena qui euh, retourne au pays et retourne chez elle. Et d'un seul coup, elle découvre des trucs
sur elle, comme elle découvre qu'elle a une famille, qu'elle est mariée. Il y a plein de choses qui, apparaissent qui ne ressemblent pas à la Iéna classique. Donc tu te retrouves dans comment on s'est retrouvé dans cette situation, qu'est-ce qui et c'est vraiment très bien écrit. Il y a des bons, climax, des bons rebondissements. Il y a vraiment ce côté, espionnage et alors ce sont 2 femmes qui sont aux commandes puisque, la dessinatrice, c'est Elena Casagrande, et moi je trouve, je sais pas ce que toi tu en penses, mais je trouve que, son, dessin est vraiment, vraiment très, très beau, vraiment, très particulier et très sympathique. Ouais, ouais. Regardez les planches là. Alors, justement, la couverture sur laquelle tu t'es arrêté en haut, elle est, signée par, Adam Hughes, donc qui, pour les 15 volumes, a fait des couves qui sont plus magnifiques les unes que les autres et c'est un dessinateur qui est quand même assez reconnu, chez Marvel pour ses couvertures. Par contre, quand ils ont fait l'omnibus, je ne sais pas pourquoi, ils sont allés sur cette variante. Tu peux le voir, donc l'omnibus s'appelle «Des liens indéfectibles». C'est, Jeffrey Scott, Campbell qui l'a réalisé et tu as l'impression que d'un seul coup, tu as 2 salles, 2 ambiances. Là, on est revenu dans les vieux travers de Marvel. Alors, c'est que le gars dit: «Oui, mais c'est une référence à, Bon baiser, de Russie». Je pense que tout le monde se souvient, de l'affiche de Bon baiser de Russie. James Bond, ou je devrais plutôt dire Roger Moore, il est pas de 3/4. Il est de face sur Bon baiser de Russie, OK? Il n'est pas en train de montrer ses fesses et qu'on puisse admirer toutes ses courbes, comme c'est le cas. Et alors le truc que je ne comprends pas sur cette couverture, c'est quoi l'idée quand on a des personnages féminins qui n'ont pas de talons aiguilles, de les faire marcher comme si elles avaient des talons aiguilles? Tu peux me l'expliquer, Jérémy? Tu sais, la plupart des femmes disent que c'est une vraie torture à porter des talons aiguilles. Alors pourquoi, quand elles en auraient pas, on va me dire: «Oui, elle marche sur la pointe des pieds». Ouais, ou pas, elle a pas besoin de marcher sur la pointe des pieds, tu vois? Et ça, c'est une problématique que, Marvel a souvent, pour laquelle Marvel s'est souvent fait pointer du bois, ouais, pas du bois, pour laquelle Marvel s'est fait pointer du doigt, la sexualisation des féminins et ça ne colle tellement pas avec justement le récit qui est raconté, par Kelly Thompson et par Helena Casagrande, parce que justement les 2 ont tendance dans leur récit à se moquer de ce côté qu'avait justement Black Widow, à être très sexualisé. Un petit peu, tu sais, comme, dans le film Black Widow, hein, le film qui est d'ailleurs pas très extraordinaire, hein, qui on pourrait même dire qu'il est un film très moyen, où à un moment donné, Yelena va reprocher à sa sœur de prendre toujours cette pose en relevant la tête quand elle retombe, au sol là. Bon, bah, voilà, tu as ce genre d'humour, mais beaucoup mieux amené, heu et je ne comprends pas, tu vois? Mais voilà, si, vous aimez Black Widow, franchement, sautez là-dessus, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de meilleur qui a été écrit sur le personnage et elle a aussi, donc pour revenir sur les Eisner qu'elle a reçus, elle a reçu, le la meilleure publication humoristique avec une petite bande dessinée qui s'appelle, en français, c'est, «Et voici Jeff et le Jeffverse». Alors Jeff, c'est cette espèce de petit requin à pattes, de race extraterrestre très particulière de l'univers de Marvel. Je serais pas capable de vous dire exactement d'où ça apparaît et tout ça, mais là, on est sur une bande dessinée. Alors, je t'ai mis quelques planches. Alors, ce sont des planches que j'ai tirées de chez Marvel, hein, ou de chez Panini. Donc, ce sont des planches promotionnelles et comme vous pouvez le voir, hein, c'est tout mignon, c'est des petites pages de mono-gags, façon, lapin crétin. Alors moi, j'ai acheté le volume pour ma fille parce que ma fille est une grande fan des lapins. Il y a pas de bulles, ça se lit très vite, très rigolo, et en ce moment, ce qui fait que, la plupart des gens disent que c'est la future Stan Lee, c'est parce qu'elle est sur le run absolu, Wonder Woman, fait couler énormément d'encre. Je ne lis pas d'ici, je ne pourrais pas vous en parler, mais qu'est-ce que toi tu penses de cette Wonder Woman? Ouais, juste sur la couverture comme ça, je sais pas. Elle a l'air en tout cas plus guerrière que. Avoue qu'elle a un côté badass juste dans la posture, il y a un Ouais, c'est ça. savoir-faire dans le dessin qui, moi j'aime beaucoup aussi le côté tribal qu'ils lui ont mis sur le bras. Sur le côté, ouais. Ouais.
Et voilà, là, on est dans l'univers absolu, je crois que c'est un univers qui, corrigez-moi dans les commentaires, hein, je l'ai dit, hein, je ne connais pas du tout, d'ici, mais c'est un univers qui est, c'est pas l'univers classique, c'est un univers à côté, je crois, un univers parallèle comme on dit chez Marvel. Mais voilà, moi je trouve la couve vraiment, très sympa, quoi. Mais moi surtout, je voulais vous recommander, je vais terminer avec 2 histoires de Captain Marvel. En fait, c'est une seule histoire c'est 2 tomes que vous pouvez trouver chez comme je l'ai dit en début, moi je m'étais jamais intéressé à Captain Marvel. C'était vraiment un personnage et même quand, c'était passé sous les de Carol Danvers, j'ai complètement passé à côté de ce personnage. Sauf qu'en ce moment, je suis en train de tourner et de monter une vidéo pour la chaîne sur, l'Enchantress, puisque l'Enchantress est sortie dans un scénario de Marvel Champions et donc je me suis pris à lire, certaines œuvres et notamment des œuvres modernes, heu, concernées l'Enchantress et il s'avère que, il y a beaucoup de cartes qui ont été dont les illustrations ont été tirées de ces 2 tomes. Donc c'est le tome 5 et le tome 5 qui s'appelle «Un monde nouveau» et tome 6 qui s'appelle «Étrange magie». Parce et en fait, ou quand j'ai lu ça en anglais, j'ai trouvé ça génial. J'ai voulu les faire lire à mon fils, donc je les ai, récupérés en français. Lui aussi a adoré et on s'est mis à acheter d'ailleurs toute la collection, de Kelly Thompson sur Carol Danvers. Je ne pensais pas un jour autant apprécier du Captain Marvel, mais tu sais surtout, je sais pas si toi est-ce que tu avais vu le film, Captain Marvel? Ouais. Moi, je t'avoue que dernièrement, quand je l'ai re-regardé avec ma fille, tout ce que je me souvenais du film Captain Marvel, c'est, que par moments, Samuel L. Jackson, il surjoue, parce que quand il surjoue, il y a une façon assez particulière de de surjouer, tu vois? Et la scène avec l'espèce de chat qui a des tentacules et qui bouffe les ennemis, tu vois? Et en fait, je me souvenais plus de le personnage de Captain Marvel, de Carol Danvers, ne m'avait pas marqué dans le film, tu vois? Hem et j'ai regardé un peu des critiques et tout ça. Beaucoup de personnes reprochent le fait au personnage d'être un petit peu comme le personnage secondaire de l'histoire, on ne comprend pas toujours ses motivations. En termes émotionnels, des fois, on a l'impression et je pense vraiment pas et d'ailleurs la plupart des critiques sont assez d'accord là-dessus, que ça vienne du travail de l'actrice, hein, actrice qui s'est fait pas mal taper dessus pour les des propos qu'elle a tenus. J'avoue, je n'ai pas du tout suivi l'affaire, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais voilà, c'est l'actrice, c'est pas l'actrice qui joue pas bien, c'est en termes d'écriture, beaucoup sont d'accord pour dire que la Carol, Danvers du, film est pas si bien écrit que ça. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Aucun souvenir, donc Ouais, ça voilà, fait je partie pense des que listes. ouais, voilà, je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Peu se souviennent de comment elle était dans les films, donc quelque part on peut se dire et ça a été écrit par, Rhys, donc on peut dire personnage masculin, excuse-moi, personnage féminin peu impactant. Bon et c'est tout l'opposé avec la Carol Danvers de Carrie Thompson, où on a un personnage, qui, va avoir des remises en question, un personnage qui a une certaine forme d'humour. Il y a parfois un peu du côté un peu innocent, tu sais, comme tu peux avoir dans des séries comme, Sex and the City, tout ça, c'est des moments un peu entre filles où des fois tu as envie de dire, «Est-ce que c'est pas un peu cucu?» Alors moi, je suis allé demander à ma femme ce qu'elle en pensait. Elle me pour elle, ça lui paraissait normal donc c'est ma caution féminine chez moi, c'est ma conjointe. Ouais. Mais mais c'est pas désagréable de trouver cette caution un peu innocente, tu vois, dans une histoire aussi sérieuse. Parce que l'histoire qui est traitée dans ces 2 volumes, on se retrouve avec une Carol Danvers qui est projetée dans un dans dans qui est projetée dans le temps. En fait, elle arrive dans un monde qui est dans le futur, qui est je cherche, c'est un monde apocalyptique, mais je sais plus comment on appelle ça, hein, mais bon, c'est pas grave. Où en fait la Terre a été ravagée par, différentes guerres et tout ça. Hem Post-apo, quoi. Post-apo, merci. Et en fait, elle va, rencontrer un ennemi là et elle va être ramenée dans notre temps. Mais ce qu'elle a vécu, dans cette période-là, ça va l'avoir marquée, surtout que l'ennemi qu'elle a rencontré dans ce futur est revenu avec elle. Et on se retrouve donc vraiment dans une espèce de tension, une remise en question du personnage qui, va même se séparer, de l'homme avec lequel elle est à cause
des conséquences de ce qu'elle a vu dans le futur. Je ne vous spoilerai rien. Je vais juste vous inviter à lire cette histoire qui est, en termes de questionnement, d'approche et tout ça, est vraiment très intéressante. On a vraiment une Carol Denver qui paraît très humaine, qui à un moment donné, juste parce que justement, elle fait une forme de déprime, de déception amoureuse, décide de s'enfermer sous sa couette. Et ça rappelle tellement de moments où tu sais, t'as pas envie de sortir de ton lit et tout. Tu t'identifies très facilement à cette Carol Denver, tu vois, elle est très accessible. Et il y a des moments de bonne tension. Il y a un scénario qui aurait peut-être demandé un tome de plus et tout, mais ça reste que c'est bien écrit, ça se lit très bien. Et surtout, je pense que c'est l'œuvre dans laquelle j'ai préféré l'Enchantresse de tout ce que j'ai lu sur elle, parce que elle nous livre une Enchantresse qui sort tellement des standards classiques. C'est-à-dire que l'Enchantresse, tout le monde la connaît parce que c'est une magicienne, fait de la séduction. Et là, on est tellement à l'opposé. On a un personnage qui se retrouve dans un dilemme, qu'elle a du mal dont elle comprend la problématique, mais qu'elle a du mal à résoudre elle-même et tout. En termes d'écriture, de profondeur de personnage, waouh! Et alors, je sais pas si ça me fait vraiment me dire que effectivement les hommes ne savent pas écrire de bons personnages féminins, que j'en reste que j'ai des personnages féminins qui ont été écrits par des hommes et j'ai l'impression que ce sont de bons personnages. Maintenant, il faudrait que je discute justement avec, peut-être même avec la journaliste dont je vous parlais tout à l'heure pour qu'elle m'explique en quoi c'est mon impression et c'est pas la réalité. Parce qu'effectivement, comme, je le disais, c'est peut-être le fait que je sois un homme qui fait que je me rends pas compte que ces personnages ont des défauts. Mais ici, en termes de profondeur de personnage, moi, je comprends que certains considèrent que Kelly Thompson, c'est la future Stan Lee parce qu'elle en impose et voilà. Je vais juste vous la faire découvrir un petit peu et moi, c'est le monde du jeu qui me l'a fait découvrir. Donc là, Marvel Champions a bien fait. Alors je la connaissais déjà par, je dis une bêtise, je la connaissais déjà par Black Widow, mais qui m'a fait découvrir son run sur Carol Denver. Donc là, Marvel Champions a bien fait son travail de pont entre le jeu de société et les comics et voilà. Et je sais pas ce que toi tu en penses, heu, mais voilà, je te laisse la parole. Que ça a l'air d'un pont solide. J'ai pas lu, je lis pas donc les comics, donc ne, je ne sais Je rien du comprends. tout de tout ça. Juste pour une petite précision, parce que je viens de voir que tu montrais les pages, j'ai juste oublié de dire un truc. Marvel a eu une idée assez particulière dans ce petit run. Ils ont fait appel à ils ont fait appel à un couple de dessinateurs et 2 autres dessinateurs. C'est-à-dire que tout le début de l'histoire qui se passe dans un autre monde, c'est par, Lee, Garbett et Belen Ortega. Toute la remise en question, de Captain Marvel, c'est fait par David Lopez et toute la fin de l'histoire avec le côté parce que dans cette histoire, on se retrouve avec une Captain Marvel qui veut apprendre la magie. Ça a été dessiné par, Jacopo, Cammani et le fait d'avoir justement d'avoir ces 3 ambiances en termes de dessin. Voilà, par exemple, tu as une ambiance qui est quand même assez grave, dans les planches que je t'ai mis, tu as le monde post-apo et tout ça. Ça amène des ambiances, ça sert le pour une fois, le changement de dessinateur sert le récit et c'est pour ça aussi, c'est une super réussite. Voilà, excuse-moi, je me tais. Je te rends la parole, je ne parle plus. Eh ben, on passe à la suite. Alors, ce qu'il ne fallait pas louper aussi, que c'est ça aussi l'émission. Il y a eu un petit documentaire qui est passé à la télé sur M6, hein, si je dis pas de bêtises. Je vous ai mis la vidéo YouTube qui a été repartagée par Waka Waka. Donc, c'est un documentaire. Ils ont été filmés. Chez Waka Waka. C'est assez intéressant. Alors, c'est quand même très tourné promotion, hein. Mais si vous aimez un peu les chiffres, voir comment fonctionne Waka Waka, et parce que parfois on oublie que c'est aussi un des acteurs du secteur ludique, au même titre, alors peut-être moins que Philibert ou Ludum, mais qui commande aussi des sacrés volumes derrière. Et là, notamment, on a une négociation avec BlackRock, si je dis pas de bêtises, au niveau de Flip 7 et de truc Carta, Château Combo, je crois. Et comment ils négocient pour faire baisser les prix, etc. Et les volumes qui sont derrière. Donc voilà. Hein Mmh. donc Non, voilà. ouais, non, et tu as dit Château Combo, c'est ça? Oui, c'est ça. OK.
Et donc voilà, si ça vous intéresse, ça fait 20 minutes, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est des Oui, non, choses ça que se vous... regarde bien, hein, Oui, ouais, c'est comme tu dis, moi ça m'a fait penser un petit peu, à du Capital, mais tu sais ouais, du c'est ça. Capital rapide, quoi. Mais non, Oui, oui. c'est pas inintéressant. Même s'il y a des moments où tu te dis, ils ont dû retourner le moment où ils se disent bonjour, ou les moments où... Et tu sens que, parce qu'on voit aussi, ils testent le jeu, ils disent bien le mot test, les vilains. Ils testent le jeu, c'est Osmosis, je crois, avec l'éditeur. Et Mais donc, tout le ouais. monde dit test, sauf toi. Ouais, ouais. Le monde du jeu est Et parti en moi, parce que tu cacahuète. m'engueules tellement quand je le dis que j'ai un traumatisme. On passe à la partie jeu, dernière partie de cette émission. Oui, on est une émission qui parle de jeux de société, il faudrait Ah peut-être bon? parler de jeux de société. C'est ça que les gens veulent, du jeu de société. Alors, je sais pas pourquoi ça rame d'un coup. On n'a jamais eu ça. Je vais vous parler donc de cette Ah, boîte blanche qui est magnifique. Ah, ça y est. pas que tu refresh ta page. Non, non, c'est bon. Moi, je vais vous parler de Fackenschlag Outpost de Monsieur T'es pas obligé Friedman d'insulter les gens, s'il te Fries. plaît. Oui, oui. De Monsieur Friedman Fries. Voilà, c'est un peu ce qu'il ne fallait pas louper. Ben là, c'est à quoi on a joué dernièrement. Moi, j'ai joué à ça, qui est un jeu qui, je trouve, est passé sous les radars. Alors, je crois qu'il n'est pas sorti en France, donc ce qui explique peut-être pourquoi il est passé sous les radars. Ce qui est dommage parce que c'est ce qu'on appelle un jeu de liaison, qui est pour le coup un vrai jeu de liaison, et pas comme on le disait de Nucleum, qui n'est pas un jeu de liaison. Là, il faut vraiment relier et faire passer l'électricité dans... je crois qu'on est sur... Je sais pas si on est sur la Lune ou je sais plus quelle planète. En tout cas, le but du jeu, c'est on est des industriels, comme toujours, et on doit faire passer l'énergie, parce qu'il y a une demande énergie énorme sur la planète, et on doit relier l'énergie sur toutes nos bases et à travers la planète. Donc construire des villes, etc., etc. Pour ceux qui connaissent le Funkenschlag original, il s'appelle Megawatt, hein, si je dis pas de bêtises en français, je crois, qui était pareil, on retrouvait un peu la même dynamique. Il faut imaginer que c'est un jeu un peu plus épuré, qui a été retravaillé quelques années après. C'est pas une déclinaison au sens strict, ni un remake ou quoi. C'est vraiment une manière épurée. Il s'appelle Outpost parce qu'il faut savoir que Funkenschlag est en fait originaire d'un jeu des années 80 qui a inspiré Friedman Fries, qui s'appelait Outpost, justement, et qui était plus proche de ce qu'est cette version-là, beaucoup plus épurée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le multi-ressources comme on peut trouver dans le mégawatt original, où vous devez gérer le charbon, je sais plus qu'est-ce qu'il y a dedans comme l'électricité, le machin, le truc. Ici, vous n'avez qu'une seule ressource, c'est l'humain, c'est l'ouvrier, le vrai, celui qui ne se syndique jamais, ça c'est très important. Donc on ne gère que les ouvriers. Par contre, on a plus de bâtiments différents. Et on va pouvoir positionner nos ouvriers sur nos bâtiments. Donc on a des bâtiments qui permettent d'accueillir les ouvriers et de les réutiliser régulièrement pour activer justement les usines qui produisent de l'électricité afin d'alimenter nos différents bâtiments et nos différentes villes, ce qui va nous permettre de récupérer des points, des sous, etc. Et on a aussi un système de, parfois on n'a pas assez d'ouvriers, on n'a pas assez de maisons pour accueillir tous nos ouvriers, et donc il y a un marché de l'ouvrier où on va pouvoir les prendre de l'intérimaire, et évidemment en fonction du tour où on est, etc., la valeur des ouvriers va évoluer dans le temps. Et pareil pour les cartes, il y a un système d'enchères. Je dis c'est un système d'enchères parce que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, dans lequel on va essayer de valoriser les cartes plus ou moins, se faire escroquer plus ou moins. Donc il y a un peu d'ambiance, il y a pas mal d'interactions. C'est ça qui rend aussi le jeu intéressant, c'est qu'on va pouvoir parfois se bloquer aussi bien sur l'avancée de nos liaisons.
il va y avoir vraiment un intérêt à se placer. Il y a un intérêt à avoir l'ordre de tour qui est basé sur aussi à quel moment on prend des cartes lors de ces enchères. Et donc, en fait, on est en permanence sous tension. C'est le cas de le dire, et je trouve ça très marrant. Chaque choix est un dilemme. Il n'y a pas de moment où tu te lâches, où tu fais allez, je m'en fous. Non. Et il y a parfois, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir pris une enchère au bon moment, le fait de. En fait, les mauvais choix que tu as fait, à un moment, te retrouves dans une situation où tu n'as pas de choix, mais en réalité, c'est qu'une conséquence. Ce n'est pas le jeu qui te met dans une situation de ne pas prendre de choix. En permanence. Exactement. Donc, c'est un jeu très stimulant intellectuellement. Il n'y a pas de moment vraiment de temps mort, parce que même dans les moments où tu as fini, toi, tes enchères, tu es sorti de la phase d'enchères, tu restes intéressé par ce qui se passe, tu te projettes sur à quel endroit tu vas te placer, tu espères qu'on ne te prenne pas la place, etc., etc. Je ne sais pas si toi, tu y avais joué ou pas. Non, pas du tout. Alors moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est on est capable de faire plus de 36 points à ce jeu? Oui, oui, oui. On peut faire pas mal de points. Et C'est moi ou c'est pas habituel d'avoir un jeu de Freeman Friseux où le nom ne s'écrit pas avec 2 F? Il y a un seul F, l'autre c'est un O. Ouais, je sais pas si c'est pas quelque chose qu'il a mis en place. Mais en tout cas, voilà, le côté SF, je trouve, est assez intéressant de remettre dedans. Ah ben, je voulais mettre en place le bingo. Bon, tant pis. Je le prends différent. Ah, tu voulais voir si tu remplissais toi-même ton propre bingo? Oui. Donc, oui. Oui, alors juste pour la parenthèse, parce que là les gens se demandent pourquoi il parle d'un bingo. Oui, Jérémy s'est lancé, à faire le bingo des médias ludiques. D'ailleurs, tu as ouvert une chaîne secondaire, hein, si j Il y a une chaîne secondaire et donc tous les lundis entre midi et 2, puisque maintenant on va souvent streamer entre midi et 2, il y aura pas mal de streams. Il y a tous les lundis la tier list des médias ludiques. Et donc on va aller à chaque fois 2, 3, 4 chaînes, peut-être par lundi, peut-être moins, peut-être plus. Et on va aller analyser avec des outils plus ou moins rigolos, plus ou moins coopératifs, des chaînes, et ensuite on va aller classer dans notre tier list. Comme ça, on aura un vrai travail. Ça va nous prendre des semaines, etc. Donc il n'y a pas de fin, parce qu'il y a beaucoup de chaînes. Donc voilà, on va faire cette chose-là de manière... Tout à l'heure, Nico parlait de la chaîne du monteur pro, et qu'il y a aussi une chaîne secondaire qui s'appelle Roasting Sauvage. En fait, j'adore regarder ces roastings, où toi tu parlais de celui qu'il a fait sur The Great Review, et moi j'ai regardé tous les roastings qu'il a fait, et je trouve que le roasting, ça se fait aussi dans le monde du cinéma, ça se fait aussi dans le monde des humoristes. C'est quelque chose de très important. Quand on parle de roasting, il ne s'agit pas d'aller défoncer quelqu'un. On parle vraiment de Précise ce que tu veux dire par roasting. Ouais, en fait, l'idée, c'est de mettre en avant les points positifs et les points négatifs de quelque chose pour en retirer, pour l'améliorer, pour avancer, etc. Donc nous, ça va aussi nous permettre, une fois de plus, de nous améliorer, puisqu'il y a des choses qu'on va avoir dans notre manière de travailler. C'est pas parce qu'on dit « Ah, ça c'est mieux » ou « Ça c'est moins bien » que nous, on le fait ou on le fait pas. Donc ça va aussi, l'idée, c'est de progresser. Et je me suis dit, ça peut être intéressant, quoi. Donc voilà, en tout cas, oui, tu voulais dire un truc ou je reviens sur... Non, j'allais juste dire parenthèse fermée, donc tu étais en train de parler de l'esthétique Funkenschlag Outpost. Oui, qui se marie très bien en fait avec les modules lunaires, avec ce côté, je sais plus si c'est la Lune ou la planète, mais en tout cas, le côté de faire des modules qui doivent être reliés, ça me faisait penser, tu sais, au jeu ah, sous-marin, j'ai un trou, aide-moi, de Sushi. Ah oui, oh, j'en ai parlé, on en a parlé en plus hier soir.
Enfin, quelque chose, non? voilà. On avait des viewers, quelqu'un nous aiderait, mais Deepwater ou je sais plus quoi. Bon bref, je le Deepwater, c'est mettrai. ça. Je me le mettrai au montage. On fera comme si tout ira bien. Mais ça me faisait un peu penser à Non, mais ça. c'est ça, c'est ça, c'est Deepwater. Ouais. Et donc, ouais, tu retrouves un peu cet aspect-là, je trouve. Alors, on est sur un matériel moins flamboyant. D'ailleurs, ce qui était une remarque qui avait été faite autour de la table, et je trouvais, bah, en fait, on s'en fout. Une fois de plus, c'est le propos du jeu est cohérent et on n'a pas besoin à avoir des meeples différents, à avoir des choses qu'on retrouverait dans un jeu qui serait produit aujourd'hui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, où ce qui compte, c'est plutôt la lisibilité du jeu. Et impeccable. T'es jamais en train de te poser la question de à combien tu dois. Alors, au début, si tu fais pas gaffe justement à l'ergonomie du jeu, tu peux passer ton temps à compter. Nous, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. On n'est pas plus intelligent que les autres. Donc, on compte. Il y a beaucoup de moyens. En fait, tu reçois des revenus en fonction de ce que tu as alimenté, etc. Donc, de ton réseau. Tout à l'heure, je disais un jeu de lien, c'est un jeu de réseau, hein, pardon. Je me dénie. Et en fait, les placements sur ton plateau personnel sont numérotés, ce qui te permet de voir exactement où tu en es en termes de réseau et donc de faire les multiplicateurs nécessaires. Donc en fait, tout est fait pour te faciliter et rendre le jeu, tout ce qui pourrait être problématique ne l'est pas en réalité. Toute cette charge mentale, elle est rendue possible grâce à l'ergonomie et à cette simplification au niveau matériel, qui pour le coup est intéressante là-dessus. Et je pense que ça aurait été une erreur, tu vois, de faire une production entre guillemets de luxe, parce que le fait de réutiliser les mêmes maisons partout, en fait, c'est très bien. C'est très lisible. T'as pas besoin d'avoir. Underwater City. Ça y est, Ah, ça m'est merci. revenu. Excuse-moi. Et donc, voilà. La révélation, tu sais. Désolé. Non, Depuis tout non. à l'heure, je suis non, non, c'est pas Deepwater. Ça y ressemble, mais c'est pas ça. Et je t'ai bloqué là d'un seul coup, ça m'a rappelé. Mais non, mais ce que tu avais l'air de dire était très intéressant. Donc voilà, donc ouais, ces plateaux individuels, cette lisibilité, bah, en fait, j'ai trouvé que ça contribuait à une immersion et tu es vraiment en train de gérer ton réseau. Le moment des enchères, bah, ça représente vraiment ce moment où maintenant on sait, hein, l'électricité, c'est on vend, c'est presque, on achète sur les places de marché. Donc on retrouve ça où là on n'achète pas l'électricité, mais on achète les bâtiments, les structures qui vont te permettre à faire le jeu. Tu gères tes ouvriers pour alimenter ton réseau, etc. Cet enchaînement fait que en termes d'immersion du propos du jeu, de ce qu'il veut te raconter, bah en fait, c'est très bien. T'es dedans. T'es pas sur quelque chose où il n'y a pas un moment où tu sors de ce que tu fais parce que tout a été épuré. Je dirais pas simplifié parce que c'est souvent le terme qu'on emploie ou qu'on entend qui ne veut rien dire en réalité. Non, ça a été épuré. On a gardé ce qui était nécessaire, qui était le plus important pour ton expérience ludique. Et bah, ça fait pour moi un très très bon jeu. Je sais pas pourquoi il n'est pas sorti en France ou est-ce qu'il. Enfin, toi, j'ai pas de renseignements là-dessus parce que le but là de ces avis qu'on fait toutes les semaines où on parlera un peu de jeux, etc. C'est pas d'en faire des critiques et d'en faire des trucs, c'est plutôt des retours à chaud comme ça de ce qu'on a pensé. Mais si vous avez l'occasion, franchement, d'aller y jouer, d'aller explorer ces sensations, bah, je pense que vous allez prendre assez de plaisir. Voilà. Je sais pas qui distribue. Je pense qu'il faut le dire à l'allemande là, le 2F Spiel, là, la société d'édition à Freeman Friese.
que, je pense que laisse-moi voir sur, nos amis, alsaciens, mais je crois que, ouais, dans la fiche technique non, non, bah, c'est ça, il est référencé sous le nom de la société allemande. Donc ouais, non, effectivement, je sais pas pourquoi il y a des jeux qui sont arrivés en français et d'autres qui le petit jeu de cartes là qu'il avait fait avec des dindons, c'est pareil, il est jamais arrivé en France. Non, il semble avoir eu un certain succès, chez allemand, je sais pas. Je sais pas ce qui détermine qu'un jeu sera, né chez nous ou pas. Mais, moi je trouve que ce petit design parce que lui, il a toujours un petit côté design rétro dans ses jeux, tu vois? Ne serait-ce que sur la boîte. Alors, dire que la couve la couve, elle te vend pas du rêve non plus, quoi. Mais ce petit côté dessin, bande dessinée, avec un petit côté rétro et tout, les petits meeples qui sont littéralement dessinés sur les cartes et tout, ça a quand même un petit côté qui est, très bande dessinée, qui, a l'air très, très agréable, en termes de matériel, tu vois? D'un point de vue esthétique, ça a l'air très, très joli comme jeu. Oui, oui, bah, en fait, en plus, c'est très cohérent parce que je le disais, il a, de mémoire, hein, il a découvert ce jeu Outpost dans les années 90, quand, dans ses premiers salons où il allait à Essen. Donc en fait, Mmh. c'est une boucle, tu vois, c'est une boucle qui s'est refaite, c'est-à-dire qu'il l'a retravaillé, ça fait quoi, 20 ans, plus de 20 ans après, où il a fait Megawatt, puis après, maintenant, cette version Outpost qui... Enfin voilà, je trouve que quand on parle d'auteur et de culture ludique, là on est dans quelque chose de Oui, vraiment culture ludique. C'est une version modernisée de quelque chose qui lui l'a inspiré quand il était jeune oui. auteur. Il nous repropose aujourd'hui. Euh, donc bah, la boucle est bouclée, j'ai envie de te dire. C'est tout un personnage, Freeze. C'est un grand qui a eu, sa grande ses heures de gloire. Peut-être qu'aujourd'hui, est-ce que c'est toujours un auteur qui a la rayonnance qu'il avait à l'époque? Je sais pas. Ça, tu pourrais peut-être mieux me répondre Oui, enfin, tu dans le pourrais monde peut-être mieux répondre à la question que moi. ouais. Je pense que dans le monde Vas-y. dans le monde ludique, oui, c'est Mmh. passionné, tu vois. OK. Après, en Il est dehors, passionné. honnêtement, ouais, en dehors, je pense pas que les gens s'intéressent à qui fait quoi, mais un peu comme dans d'autres œuvres culturelles, c'est-à-dire que les personnalités les plus connues sont celles qui ont le plus de médias, qui sont les plus médiatiques, mais tu vois, ils en savent pas Mmh. plus, les gens. Ils s'y intéressent pas, c'est pas une critique négative, hein, c'est comme ça. Non, puis alors là, tu as vraiment en plus, tu as un auteur, qui réfléchit comme un artiste, hein. Chacun de ces jeux, c'est une Oui. proposition, il y a toujours quelque chose. Non, puis alors en interview, en plus, c'est quelqu'un de passionnant à entendre parler, Bah, justement, moi, je te propose qu'on reste avec cet auteur-là. Avais-tu quelque chose d'autre à rajouter sur, Non, juste pour dire, comme tu parlais en termes d'interview, c'est intéressant, on vous le vas-y. rappelle, notre, un de nos gagnants du Meeple, du Meepulitzer, c'était justement Le Point de Polgara, où elle a interviewé Tout à fait, Friedman Fries. Donc on vous invite à aller écouter tout à ça. fait. Oui. Alors, justement, il y a un petit jeu qui est, sorti, donc lui est sorti en français. J'ai pu y jouer plusieurs fois. J'ai d'abord joué, à la boutique de jeux. Yes, elle a eu la yes, mon fournisseur, mon dealer de jeux a eu la gentillesse de nous, faire une partie. Il m'a prêté, la boîte parce que, tu sais, on avait fait une vidéo où on parlait des jeux outils et je trouvais que c'était un jeu qui avait je vais vous expliquer dans un instant pourquoi, mais qui avait un potentiel d'être un outil assez intéressant et jouer à la maison. Et à la maison, ça a eu un succès, fou que quand, j'ai expliqué à ma fille que pour Noël, il fallait qu'elle, commence à penser à faire des cadeaux et tout ça, elle l'a choisi comme cadeau pour son frère. C'est, Formidable Farm, en français. Alors en français en français, c'est vrai que pourrais demander en fait à Geronimo, je crois que ça arrive, mais ils sont inscrits d'ailleurs sur le visuel que tu as sous les yeux, c'est peut-être eux qui font les localisations pour, 2F, Spiel. Tu vois,
En fait, on avait peut-être déjà la réponse à la question qu'on s'est posée tout à l'heure. C'est juste que, c'est juste que on était passé à côté. Mais voilà, Formidable Farm, c'est un petit jeu de. Comment on pourrait dire? En fait, moi, j'ai envie de dire, c'est juste un jeu de. Je cherche mes mots. Ça, c'est l'âge. On sent que c'est la fin de l'émission. De commandes. En fait, il faut que tu réalises des commandes, des objectifs. En fait, quand tu. Alors, je t'ai mis tout le matériel parce que, à l'inverse de toi, je ne pense pas à faire des photos centrées. Mais en fait, tu as un espèce de. Comme tu peux le voir, là, tu as ce plateau rond, circulaire, vert, qui représente un marché sur lequel tu as différentes ressources qui sont disponibles. Tu as du mouton, du cochon, de la tomate, du blé et des concombres. Et tu as une option qui est piocher une carte. Et en fait, en début de tour, tu vas tout simplement choisir une étale, récupérer la ressource de l'étale et tenter de remplir une commande. Et le but du jeu, c'est le premier qui réussit à vider son deck de commandes va remporter la partie. Ce qui fait le côté Freeman Friseux du jeu, parce que là, ce que je vous dis, c'est très simple. En fait, c'est ce que vous allez obtenir en réalisant vos commandes. Il faut savoir que dans un tour, vous ne pouvez pas réaliser plus de 3 commandes. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, hein, les commandes, c'est très classique, hein, c'est tant de tomates, tant de blé ou un cochon, un truc. Et quand vous réalisez une commande, vous avez un bénéfice en dessous. Par exemple, vous pouvez le voir à l'écran, vous avez, si vous donnez par exemple un élément de chaque, vous allez pouvoir obtenir 3 trèfles. C'est quoi les 3 trèfles? Tout simplement, c'est 3 ressources identiques, de votre choix. Et en fait, avec les bonus que vous allez récupérer sur les, commandes, vous allez tenter de remplir d'autres commandes jusqu'à 3 dans un même tour. Là où le jeu est plutôt malin, sur 2 points. Le premier point, c'est que, tu n'as pas d'action où tu pioches. En fait, si tu veux piocher, faut que tu réalises des commandes qui te permettent de récupérer des cartes. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Sinon, il faut que tu ailles au marché faire l'action de piocher une carte. OK? L'autre chose sur lequel il est très malin, c'est que tu peux accomplir les commandes qui sont dans ta main, mais il y a aussi un marché commun de commandes. Tu peux aller, remplir celles qui sont au marché et les mettre devant toi. Quel est l'intérêt? En fait, quand tu remplis une commande, ça te donne un bonus, mais surtout, tu vas pouvoir les mettre. Toi, tu as cette espèce de petit triangle qui représente en fait l'attente de chaque joueur. Les commandes que tu as réalisées, tu les mets devant ton triangle et tu le vois sur le dos des cartes, ça devient de l'argent. Et l'argent vont te permettre de pouvoir obtenir des petites actions gratuites comme justement de pouvoir t'installer à un endroit où il y a un autre joueur. Parce que techniquement, quand un joueur prend une place au marché, si tu veux pouvoir venir au même endroit que lui, va falloir que tu payes une pièce. Parce que tu as un joueur qui est là. S'il y a deux joueurs, il faut que tu payes deux pièces. Tu peux aussi payer deux pièces pour ne pas avoir à bouger de ta place, c'est-à-dire récupérer deux fois de suite le même produit. Normalement, la règle te dit que tu es obligé de bouger. Tu peux payer, je crois, que c'est 3 pièces pour piocher une carte. Voilà. C'est vraiment cette idée que, dans l'idée, le jeu est plutôt simple, hein. C'est juste, je récupère des ressources et je m'en sers, excusez-moi, pour accomplir des commandes et grâce à ces commandes, j'obtiens des bonus pour essayer de remplir de nouvelles commandes avec le fait que mes commandes, une fois que les ai scorées, me donnent des actions gratuites et au final, tu es dans un enchaînement de combos entre ce que tu réalises et ce que tu vas être amené à pouvoir réaliser et justement, tu as des actions qui vont être un petit peu plus embêtantes. Par exemple, toi, tu as une commande avec, la petite jeune fille qui te dit ça te montre une rivière et ça il y a un chiffre 3 sur les cartes. Ça veut simplement dire, dans le marché commun à tout le monde, pour accomplir cette commande, il faut que tu récupères 3 cartes et que tu les mettes sous ton deck, tu vois? Il y a des actions qui vont dire tu peux piocher 3 cartes, tu en gardes 2 et la troisième tu la remets sous ton deck. Il y a des commandes qui vont revenir t'embêter et tout et à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'avoir le plus de cartes possible en main pour avoir le plus grand éventail de commandes à remplir. Et comment y arriver? Comment réussir à compenser tout ça? Surtout qu'il y a des, commandes qui sont beaucoup plus dures à réaliser. Alors il y a un petit côté de hasard, hein, parce que les decks de cartes sont vraiment créés de façon aléatoire, on distribue les cartes à tout. Mais en termes de jeu,
moi, je trouve ça fascinant. C'est-à-dire que ma première partie, je l'ai fait qu'avec des adultes et tout le monde était, plutôt, content autour de la table. Même les parties que j'ai fait avec mes enfants, pareil, mes enfants, se sont super amusés d'ailleurs au point que ma fille a voulu l'acheter comme cadeau de Noël pour, alors chut, faut pas lui dire, il est censé ne pas être au courant, et je c'est du Freeman Friso, c'est très agréable, ça se alors il a quand même un petit défaut, faut pas toujours relever que les points négatifs, hein, tu l'as dit. Des fois, il faut aussi relever un petit peu les points, négatifs, je dirais, ce que je dis. J'ai dit, je crois, j'ai dit Oui, qu'il oui. faut pas relever que les J'ai points même cru que tu positifs. étais reparti au début de la chronique. Faut pas relever que les points positifs, des fois, il faut aussi relever les points négatifs. Là, il y en a un petit, on va pas se mentir, en termes d'iconographie, les bonus, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à lire. Il faut prendre un petit coup, notamment, il y a des espèces de bonus de triangles. En fait, les triangles, ça fait référence au plateau central, aux différents stands où tu récupères les ressources. Et en fonction du triangle, tu vas pouvoir récupérer un certain nombre de ressources. Et ça va dépendre soit du joueur qui est à ta gauche, soit des stands qui sont en face de toi, soit tu choisis à n'importe quel stand. Bon, voilà, en termes d'iconographie, ça se lit pas toujours très bien. Généralement, alors, tout ce qu'on faisait, c'est que dans nos parties, on garde à côté de nous, il y a, sur l'arrière de la règle, tu as l'explication de toutes les icônes. Et voilà, si vous y allez avec, vous accompagnez vos enfants, vous allez voir, ça se joue très, très bien. Je rappelle, j'ai une fille qui est polyhandicapée et elle a très, je dirais, s'est vraiment bien amusée. Alors, c'est moi qui leur ai roulé dessus sur cette partie-là, mais elle était pas très loin derrière moi et elle a hâte d'y rejouer. Elle m'en parlait, l'autre jour. Donc elle a hâte que Noël arrive pour pouvoir ressortir le jeu. Donc voilà. J'ai presque envie de dire un mot que je n'utilise jamais. Je trouve que c'est un petit côté banger, mais et il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais je trouve que pour un petit jeu simple comme ça, 2 commandes à réaliser, un très bon outil justement pour faire travailler les enfants sur les nombres et ce qu'il faut pour obtenir telle ou telle chose et comment faire des combos, pour apprendre les jeux de combos. C'est extraordinaire. Je sais pas si je t'ai donné envie. Oui, oui, non, non, moi je suis toujours. Quel silence! Non, c'est parce que je pensais au bingo et je me dis ah ah J'ai dit Euh, banger, c'est dans ton bingo? ah, il y a banger, c'est simple, c'est 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 sympa. pas un terme, mais comprenez, c'est pas un terme que j'emploie facilement. J'aime pas l'employer et là franchement, j'ai essayé plusieurs petits jeux, il y en a un autre, bah, je vous en parlerai la semaine prochaine. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a une liste de 3 autres jeux dont on peut parler, mais là, je pense que ça fait quand même 2 heures qu'on est en train de jaser avec vous. Je les garderai pour la semaine prochaine. J'ai testé plusieurs petits jeux, mais celui-là, franchement, c'est peut-être celui qui m'a quand même le plus marqué sur cette fin d'année en termes de petits jeux comme ça parce que c'est tout con, hein, faire des commandes, mais c'est bien, je veux dire, c'est du Freeman Friseux, donc c'est bien utilisé, c'est ça qui est fou avec lui, quoi. Un truc tout con, il arrive à te rendre ça, vraiment cool et vraiment intéressant, quoi. Oui, moi Vas-y, je te rends la parole, excuse-moi. je suis friand de ce qu'il fait, donc moi j'ai très envie d'y jouer, mais tu vois, peut-être si ça n'avait pas été cet auteur, peut-être ça m'aurait moins impacté. Mais là, oui, ouais, en tout cas, j'espère avoir l'occasion. Après, on verra ça, puis on en On reparlera. verra quand tu passes à Cannes, hein. Ouais, bah, Si tu as pas joué d'ici là, je t'y ferai. dans, dans, dans 2 mois. Euh, Alors par contre, tu noteras qu'en termes de DA, par rapport à l'autre que tu as présenté, c'est le jour et la nuit, hein. oui, mais parce que là, pour le coup, il est pas là pour faire un hommage et tu vois, une boucle Oui, oui. avec d'où ça venait, etc. Euh, mais ça reste quand même, non, moi je suis j'aime beaucoup l'illustration que je trouve très jolie. Après, je sais pas à quel Oui. point, tu vois, elle match avec ce qu'on fait, tu vois, avec les sensations. Ça, il faudrait que j'ai le jeu en main pour m'en rendre compte, quoi. Alors, moi, je peux dire qu'elle match au point qu'à un moment donné, ma fille ne voulait faire que les commandes avec la petite fille dessus. Il a fallu lui expliquer que non, ça marchait pas comme ça. Il fallait faire toutes les commandes. Mais elle a été: «Oh, elle a la petite fille». Oui, mais il faut aussi que tu fasses le vieux monsieur et le grand monsieur. Voilà, Euh, voilà.
Donc voilà, bah, c'était notre... Alors, si vous y avez joué, vous, que ça soit à l'un ou que ça soit l'autre, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, je te la rends tout de suite après. Mais si vous avez joué à un de ces deux jeux, n'hésitez pas à nous dire vos retours dans les commentaires. Et bah, vas-y, reprends la parole et Bah, je et te du coup, laisse conclure la j'allais vidéo. dire presque la même chose. Oui, voilà, on arrive au bout de ces 2 heures, donc c'est un nouveau format qu'on fera tous les jeudis. Je dis toujours ou presque maintenant, parce que bah, il peut y arriver que des fois, des impondérables. Bah, si moi je suis pas là, bah, Nico de base il pourra pas être là à cause de la connexion internet, hein, tout simplement. Si Nico est pas là, peut-être que je serai là, mais que je ferai autre chose du coup, un autre format en attendant. Mais sinon, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format qu'on va essayer de faire, où à chaque fois il y aura un peu des news, un peu de culture et puis des jeux toutes les semaines. Voilà. On se retrouve pour certains lundi prochain. Il y a des vidéos qui arrivent qui sont sur nos tables de montage respectives. On reprend petit à petit l'activité de la chaîne. Hein, vous savez, c'est une longue machine à remettre en marche. Et puis si vous êtes... oui, si vous voulez nous rejoindre en tant qu'adhérent ou même pas adhérent, mais juste bénévole, parce que vous voulez créer du contenu, créer sur les réseaux, peu importe, participer à la vie de Punchboard d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas, hein, on est toujours open là-dessus, parce que bah, on a besoin, bah, comme tout le monde, en fait, comme tout média et comme toute structure qui veut créer du contenu, on a besoin des petites mains aussi derrière pour ne pas craquer sur ChatGPT. Sinon, on aura une voix synthétique prochainement. Et sinon, non. Ce n'est pas de l'IA. C'est vraiment des visages dégueulasses. Des bisous.